accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. De vous retrouver pour 2h30 de direct pendant lesquels nous allons parler de sujets qui vous touchent, qui vous concernent et qui vous rassemblent. La ligne est ouverte au 39 21. Vous avez carte blanche et Amandine et Paul vont vous y accueillir chaleureusement jusqu'à 1h du matin, sous l'œil attentif bien sûr de Philippe Chartier qui est aux manettes. Et nous vous invitons également à réagir sur le site europe1.fr, sur la page Facebook ou encore par SMS au 7 39 21. 39 21, c'est à vous de jouer maintenant. Europe 1. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Alors, Caroline. Comment ça va? Moi, ça va bien, ça va très bien. Mais c'est une voisine, vous vous préoccupez pour une de vos voisines, je crois? Vous aimez bien? Oui, voilà. Oui, c'est ça. Donc. Qu'est-ce qui se passe alors? Je sais pas trop par quoi commencer. Par ce qui vous préoccupe peut-être actuellement à son sujet, parce que moi j'ai sur ma petite fiche, je vois que vous avez une voisine que vous connaissez depuis un petit moment, depuis 2006. Oui, voilà. Voilà, c'est vous ça. faites un peu de soucis pour elle, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. Voilà. Donc, moi j'ai 45 ans. J'ai une voisine qui a 77 ans. Je la connais depuis donc 2006. Oui. Elle vit dans le même immeuble que moi et elle vit avec son fils qui est handicapé. Et donc, voilà, son fils a absolument besoin d'elle. Et elle a un problème de dépression, en fait, chronique. Et parfois, enfin, surtout depuis quelque temps, là, je trouve que son moral se dégrade encore plus qu'avant. Oui. Elle s'en ouvre auprès de vous. Elle vous dit qu'elle va pas bien en ce moment. Ou c'est vous qui le remarquez? Elle me le disait pas ces derniers temps, mais je sentais dans ce qu'elle me disait qu'elle trouvait que tout était moche, que tout était nul, qu'il n'y avait rien de bien. C'est les propos qu'elle me tenait. Ah bon? Oui. Et ça, la tutrice de son fils, donc qui est handicapé, ainsi que leur coiffeuse, trouvaient aussi qu'ils n'étaient pas, que elle et son fils n'allaient pas bien. La tutrice a dit à ma voisine qu'elle l'avait jamais vu comme ça. Dans Et cet ça état. fait... D'accord. Voilà. Son fils, c'est quel genre de handicap qu'il a, ce garçon? C'est mental, D'accord. mais il est très intelligent. Mais c'est quand il a à peu près entre 51 ou 52 ou 53 ans, là. Et cette dame, elle a quel âge, vous me dites, votre voisine? 77. 77. Elle se fait du souci, certainement, pour lui, pour l'avenir, peut-être, non? Bah, c'est son obsession, en fait. Mais ça se comprend. Elle est seule, elle est seule, il n'y a pas d'autres familles auprès d'elle. Elle a de la famille, mais dans le sud de la Bretagne. D'accord. Ouais. Mais ça se comprend, ça la préoccupe, puisque avançant en âge, elle doit se demander, je ne sais pas ce qui se passera pour lui, enfin. Bah, c'est tout à fait ça, en fait. C'est une préoccupation partagée par de nombreux parents, d'enfants handicapés. Oui. Le problème, c'est que ça la rend vraiment malade. Elle m'a déjà tenu des propos il y a quelques années, comme quoi la solution pour elle, c'était que tous les deux, ils s'en aillent ensemble au paradis. D'accord. Bon.
Donc, elle est suivie là, toujours. Elle est suivie, cette dame, toujours, puisque vous dites qu'elle a un peu une dépression chronique. Me dites-vous, est-ce qu'elle elle est suivie ou pas du tout sur le plan psy? Pas avec un professionnel sur le plan psy, mais elle a un traitement avec son généraliste. Elle n'est plus suivie sur le plan. Elle a eu, voilà, elle a été suivie avec un psychiatre pendant très très longtemps, pendant des années. Mais il faudrait peut-être qu'elle revoie, parce que si elle a des idées aussi sombres, c'est peut-être que le traitement qu'elle prend visiblement depuis des années n'agit plus. Ben, en fait, Il faudrait peut-être en changer, enfin voir un peu, faire un petit bilan. Parfois, vous savez, avec les médecins traitants, elles renouvellent, elles demandent à renouveler, mais bon, ce qui marchait à un moment peut ne plus très bien fonctionner. Si vous voulez, c'est un peu particulier parce que éventuellement, elle a un psychiatre. Son psychiatre est parti à la retraite, ça fait quelques années. Mais elle peut éventuellement voir un autre psychiatre. Mais en fait, ma voisine, avant, elle était caissière pendant 27 ans dans un cinéma. Et quand elle voit ce psychiatre-là, il parle du cinéma, il se raconte des anecdotes sur des films de l'époque et tout ça. Il rigole, en fait. C'est un psychiatre cinéphile. Oui, elle se rappelait qu'il venait voir des films. Oui, voilà. oui, d'accord. Bon. Donc il rigole en fin de compte, donc bon. C'est bien, ça veut dire que en même temps, quand elle y allait, c'est qu'elle était peut-être pas aussi dans cet état-là. Et puis il peut avoir un temps où il lui fait une prescription, où il parle un peu avec elle, et ça n'empêche pas que s'ils se connaissent depuis un moment, ils peuvent avoir cette relation-là aussi. C'est pas incompatible. Mais elle m'a dit que, parce qu'elle a tellement elle a été tellement suivie pendant tellement longtemps avec son psychiatre là, qui est parti à la retraite il y a à peu près 3 ans environ. Elle a été suivie tellement longtemps avec lui et au final, elle me dit que ça lui a rien apporté. Oui, mais actuellement, vous semblez dire que de toute façon, tout est moche, tout est nul, rien ne marche. Donc, vous voyez, elle est peut-être dans des ruminations qui font qu'elle voit tout en noir et tout en négatif. Mais vous avez des relations quand même assez intimes avec elle. C'est-à-dire, vous me parlez d'une voisine, mais j'ai envie de dire, c'est presque une amie, non? Disons qu'on n'a pas du tout le même âge. Oui, ça j'ai bien compris, mais on peut être amis parfois avec des gens plus âgés. Je vous cacherai pas que, bon, on se connaît très bien, mais je vous cacherai pas que, par exemple, je lui ai dit il y a très peu de temps, là, cette semaine, que ces temps-ci, j'avais du mal à supporter la tonalité de sa voix. Parce que en fait, elle dit elle-même elle dit qu'elle est malade des nerfs et elle a tendance à parler très fort en fait. Et elle crie très souvent, surtout chez elle. Et vous l'entendez dans votre domicile? Ah non, il y a trop d'étages entre nous, mais quand je vais chez elle, quand elle est pas bien, elle crie... Elle est peut-être sourde aussi un peu. Ah, pas du tout, absolument pas. Ah bon? Elle crie par rapport à son fils. Elle a tendance à parler très fort avec tout le monde en fait. On a la même kiné et la kiné lui fait un signe par moment pour lui dire de baisser le ton parce que ça fait mal aux oreilles en fait. Donc là, j'avoue que ces jours-ci, là, je lui ai dit parce que ça me fait mal aux oreilles, en fait, c'est dur à supporter par moment. Elle n'arrive pas à contrôler ça, en fait. Parce qu'elle doit être fatiguée, et puis plus irritable, et plus énervée. C'est lourd pour cette dame, certainement aussi, ce fils comme ça. Bon. Mais je comprends, du coup, pas très bien votre démarche, parce que vous dites, là, elle vous tape, vous, un peu sur le système, je dis un peu familièrement, donc qu'est-ce que vous... Quelle est votre question finalement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait pour l'aider à aller mieux, bien qu'il faut qu'elle s'occupe de son fils en fait, c'est ça? Il faut aussi qu'elle s'occupe d'elle. Justement, il est là le problème, elle peut pas. Comment est-ce qu'elle peut s'occuper d'elle? Il faut d'abord qu'elle s'occupe de son fils.
Oui, mais enfin, il faut quand même qu'elle s'occupe d'elle moralement. Si elle va pas bien comme ça, elle pourra pas bien s'occuper de son fils. Donc peut-être au lieu de lui dire que ça, enfin parce que lui dire lui dire que finalement vous faites un peu de soucis pour elle, que vous vous rendez compte qu'elle va pas très bien en ce moment. Ça peut se dire ça. Je lui ai dit. Bon, dire peut-être qu'il faudrait qu'elle revoie son médecin et qu'elle se fasse un peu aider. Son médecin, vous voulez dire traitant. Traitant déjà. Elle l'a vu il y a pas longtemps. Elle le voit régulièrement pour son traitement. Oui, mais il faut peut-être en changer. Visiblement, si elle a des idées aussi sombres, c'est que le traitement qu'elle prend n'agit plus, n'est plus très efficace. Alors c'est pas à vous de lui dire parce que vous n'êtes pas médecin. Bon, tout ce que vous pouvez lui dire en tant que voisine, puisque vous n'avez pas de lien plus privilégié avec elle, mais que quand même, les années faisant, vous avez créé une forme d'intimité, c'est lui dire je me fais du souci pour vous, parce que je vois bien que vous n'allez pas très bien, il faut aussi vous occuper de vous, il faut que vous pensiez à vous pour pouvoir vous occuper de votre fils, voyez. Quand je lui dis ça, elle... je sais pas comment dire, je sais pas comment décrire sa réaction, elle a l'air complètement, je sais pas, elle reste sans bouche bée, quoi. Vous savez, le problème, vous, en tant que dans les liens que vous avez de voisinage, de toute façon, vous pouvez pas vous positionner tellement plus avant. C'est pas à vous de lui dire en même temps, il faut prendre un traitement. Vous pouvez simplement être un peu présente, un peu l'entourer. Elle a peut-être besoin aussi, cette dame, d'être de parler un peu, d'être entourée. Vous pouvez passer prendre un petit café. Bon, c'est important aussi parce que à son âge, se retrouver seule avec ce fils à charge, c'est lourd. Alors, je ne sais pas si elle a des soutiens, si elle est aidée par une association, parce que peut-être qu'aussi au quotidien, c'est un peu compliqué. Il y a peut-être, par exemple, l'UNAPI, qui est l'Union nationale des parents d'enfants dits inadaptés, propose, enfin il y a tout un soutien comme ça aux parents, il peut y avoir peut-être des sorties un peu d'organiser. Ça serait, si elle a aussi son fils comme ça dans un quotidien, il est compréhensible qu'elle soit fatiguée oui, par moments très découragée. Et peut-être que d'avoir un peu de pouvoir se tourner vers une association, de pouvoir un peu échanger, voir peut-être le soutien qu'il pourrait lui proposer pour elle à travers une écoute, mais aussi peut-être pour son fils à travers un peu des sorties, parce que ce garçon n'est pas dans un centre, il vit au quotidien avec sa mère. Oui. En ce moment... Le matin, elle le réveille pour lui donner ses cachets parce que quelquefois il oublie bien et tout ça, un cachet éventuellement. 1 heure après, elle le réveille pour qu'il prenne son petit déjeuner, sinon il ne viendrait pas. Et après, jusqu'à 19h, il est au lit. En ce moment, il ne joue plus. Avant, il jouait aux cartes. Oui, mais si sans sa mère aussi qui ne va pas bien, tout ça, a des répercussions. L'UNAPI, c'est pour quel genre de handicap ? Les handicaps mentaux. D'accord, l'UNAPI. Oui. Donc déjà, vous pouvez un peu lui donner les coordonnées de cette association. Et puis après, je trouve qu'en tant que voisin, il y a des petites choses très concrètes qui peuvent être utiles et rendre service. J'imagine cette dame qui vit seule avec son fils, même des courses, l'aider un peu dans passer prendre un petit café, parler un peu avec elle. La perspective des fêtes, peut-être la déprime un peu parce que je ne sais pas ce qu'elle va faire si elle passe Noël seule avec son fils. Bon, peut-être je sais pas, moi lui proposer de venir, je sais pas si vous êtes là, prendre le dessert avec vous. Enfin, c'est un peu de chaleur humaine parfois qui fait aussi du bien. Bon, mais quand elle me dit tout le temps que quand elle sera plus là, elle a peur que son fils soit
soit pas dans un bon endroit. Oui, mais je sais pas quoi lui dire. Oui, mais j'entends bien que vous vous sentez très démunis, mais dire que justement qu'il y a des structures qui existent, que ça se prévoit à l'avance et ça pourrait la rassurer, parce que visiblement, si elle n'a pas songé à ça, et c'est normal qu'elle y pense, et ça certainement pourrait la rassurer d'anticiper et de prévoir des choses, de visiter des établissements, de voir ce qu'il en est. Enfin, d'ailleurs, il y a une tutrice qui est là, donc avec elle, elle doit quand même en parler de ces choses-là. Mais Oui. bon, avec l'association l'UNAPI, c'est une question qu'elle pourrait aborder et qui l'aiderait certainement, parce que c'est vrai que ça, elle peut pas en parler comme ça. Vous, évidemment, c'est compliqué de pouvoir lui répondre. Oui. Il faut des personnes qui sont vraiment, qui connaissent bien ce problème et qui peuvent être en mesure de la rassurer et qui vont lui permettre un peu d'anticiper les choses. Ce qui peut lui permettre déjà d'être moins angoissée par rapport à l'avenir. Si elle sait que son fils sera bien dans un établissement où il pourra finalement être entouré, profiter aussi de la présence d'autres pensionnaires, parce que c'est important aussi les liens sociaux. Donc ça, vous voyez, elle est peut-être trop isolée, cette dame. Les liens sociaux, lui, il en a, enfin, il voit sa mère, mais autrement, il aide ménagère, mais autrement, il n'a pas de liens sociaux avec personne. Oui, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que c'est un peu à l'ancienne. C'est-à-dire que ça se faisait beaucoup avant les personnes. Malheureusement, il y a des personnes, trop souvent encore de parents, qui se retrouvent très seuls dans ces situations-là. Mais c'est-à-dire que on sait aujourd'hui que même des enfants qui ont des handicaps mentaux, c'est important aussi la socialisation, le contact avec d'autres. Alors il ne s'agit pas de les placer, toute la semaine, mais d'avoir des activités, des sorties. Et si ce garçon a toujours été avec sa mère et n'a jamais vu n'a pas d'autres liens, je comprends que cette maman appréhende, et même pour lui, d'ailleurs, c'est un changement d'environnement, ça sera un changement d'environnement terrible. Donc il y a des choses qui peuvent un peu se préparer, peut-être qu'il y aurait même des sorties, des possibilités de participer à certaines activités proposées, enfin, et je pense que ça lui ferait du bien à lui aussi. Et puis sa mère, ça l'allégerait un peu, ça lui permettrait de savoir qu'il y a des gens qui peuvent prendre le relais. Donnez-lui les coordonnées de l'UNAPI quand même. Alors, elle ne doit pas avoir Internet, mais vous pouvez aller voir. Déjà, ils ont un site. C'est www. J'ai pas. Bon, alors je vais le donner pour ceux que ça pourrait intéresser. C'est www.unapi.org. Et sinon, donc, il y a un numéro de téléphone qui est le 01 44. Pardon, comment ? 01 44 85 50 50. 01 44 85 50 50. UNAPI, Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis. Et de leurs amis, c'est ça ? Oui, enfin, du moment que vous avez le sigle, ça va. Oui. Voilà. Bon. Mais vous, en tant que voisine, je dirais, vous savez, ça passe aussi par des petites attentions au quotidien. Et un peu l'entourer, passer lui dire un petit bonjour, lui proposer de prendre un café, des courses. Ça sert à ça aussi, avoir un peu un tissu social chaleureux autour d'elle. Parce que déjà, les personnes âgées se retrouvent malheureusement trop souvent isolées. Et en plus, avec les responsabilités qu'a cette dame, on comprend qu'elle ait des moments de découragement aussi. Hein. Oui. Voilà. Bon, bon courage alors, Véronique. D'accord. Au revoir, bonne soirée. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Sur Europe 1, Caroline Dublanche vous écoute et vous accompagne. Alors, quelques pistes également pour Véronique qui souhaiterait aider sa voisine qui est une dame âgée avec un fils qui a un handicap mental.
Alors quelqu'un me dit, ça je suis surprise, mais bon, que l'UNAFAM, donc dont on parle souvent dans l'émission, aide aussi les parents de personnes à handicap mental, alors il me dit ou psychique, très utile et aide beaucoup les parents. Je sais que l'UNAFAM fait un boulot formidable auprès des patients et des parents de personnes souffrant de troubles psychiques, mais je ne savais pas qu'ils prenaient aussi en compte le handicap mental. Ça, en tout cas, l'UNAPI, elle est vraiment très spécialisée dans ces problèmes de handicap mentaux. Et puis il y a Anne qui dit il y a une cure thermale aussi à Saujon, c'est près de Royan, qui est spécialisée dans les pathologies dépressives et nerveuses. Il faudrait peut-être qu'elle se renseigne auprès de son médecin traitant. Merci Anne pour cette information, parce que je ne savais pas qu'il y avait des cures thermales proposées aux personnes souffrant de dépression. Donc merci beaucoup de nous avoir communiqué cette info. Bonsoir Marie. Non. Marie, vous êtes avec nous ou je vous entends oui. mal? Ah, bonsoir. Là, vous m'entendez mieux? Oui, c'est parfait. J'étais en haut-parleur, c'est pour ça. Ah oui, non, il faut l'enlever s'il vous plaît, parce que à l'antenne, ça passe pas bien les haut-parleurs. Ça y est, oui, c'était juste pour l'attente. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de me recevoir dans votre émission ce vous soir. êtes la bienvenue. Si vous pouvez m'apporter quelques conseils. J'espère. Alors, vous avez 30 ans? Oui, c'est ça, oui. Et vous êtes assez angoissée, vous faites des crises d'angoisse. Oui, c'est ça. Depuis 2011, je fais de grosses crises d'angoisse et j'arrive pas à en trouver la cause. Donc je ne sais pas est-ce qu'il faut chercher la cause ou pas. Mais toujours est-il que les symptômes sont là et on vit sans cesse dans la peur d'avoir peur, en fait. Ça a démarré, c'est très précis pour vous, l'année 2011 ? Ça? Oui, parce que j'ai eu un souci de santé, donc un souci physique cette année-là. Donc je me suis retrouvée en arrêt maladie. Oui. Et une nuit, pendant cette période, je me suis réveillée et c'est là où j'ai fait ma vraie crise d'angoisse. Et depuis, c'était la première. Donc ça a dû être très pénible. Vous étiez seule ou? Oui, j'étais seule. Ah oui, en plus. Mais donc vous n'avez pas tout de suite compris forcément de quoi il s'agissait quand c'est la première. Non, c'est vrai que j'avais très peur. Mais oui, parce que les crises d'angoisse prennent, il y a des symptômes physiques très forts, hein, donc. Oui, là, moi, ça se traduit par des brûlures qui commencent au niveau des bras, les avant-bras, dans le cou, la nuque. Ça. Donc c'est très fort. C'est plutôt original, ça. C'est pas caractéristique de la crise d'angoisse, mais c'est intéressant. Oui, on va continuer à se parler, Marie, mais vous entendez le petit indicatif. Il est 23h, ça va être l'heure des infos. Donc on se retrouve dans quelques minutes. Ne raccrochez pas. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Sur Europe 1, nous sommes ensemble depuis 22h30 et en direct, comme tous les soirs, jusqu'à 1h du matin. Cette émission est la vôtre. La ligne est ouverte pour vous donner la parole, vous permettre de partager votre expérience avec nous et vous entraider également. Alors, je vous invite sans plus attendre à composer le 3921 si vous voulez partager avec nous un moment de votre vie, si vous vous sentez un peu perdu dans une situation sentimentale, familiale, professionnelle ou amicale. Et ensemble, avec l'aide des auditeurs, nous essaierons de vous aider à avancer. Alors, vous pouvez également nous joindre par mail sur le site europe1.fr. Vous pouvez réagir également à tout ce que vous entendez sur la page Facebook ou par SMS au 7 39 21. Et puis, vous pouvez nous faire des petits clins d'œil, des petits coucou, on adore ça. Il y a Émilie qui est en Chine où il fait froid. Elle dit actuellement -1 mais ensoleillé. Et alors Émilie, figurez-vous qu'elle nous écoute en direct le matin quand elle part à la fac à 6h20. Vraiment, elle dit merci pour cette belle émission. On vous embrasse. On est heureux d'avoir des petits messages comme ça de vous des quatre coins de la France et du monde. Allez, on va retrouver Marie. Alors Marie, vous avez 30 ans. Oui, c'est ça.
Et donc depuis 2011, en 2011, vous avez eu un petit, je sais pas si c'est un petit ou un gros d'ailleurs, vous avez eu un souci de santé. Oui, en fait, c'est juste oui, je relativise maintenant. J'ai découvert que j'avais 2 hernies discales et par la suite, 6 ans après, j'ai découvert que je ne pouvais pas être opérée parce que j'ai une insuffisance au niveau des plaquettes et donc qui causerait trop de risques d'hémorragie. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus près de votre cabinet parce que là vous êtes un peu loin, s'il vous plaît. Oui, là vous m'entendez. Voilà, c'est mieux, merci. Oui, donc c'est pas des petits soucis, c'est quand même, je comprends. Donc vous n'avez pas pu être opéré par rapport à cette histoire de plaquettes. Et comment allez-vous aujourd'hui ? Bon, on va dire que je vis avec la douleur, donc je la sens beaucoup moins. Oui, quand même. D'accord. Donc j'ai été aussi en centre spécialisé pour la réadaptation fonctionnelle. Mm-hmm. C'est pour ça que je relativise beaucoup, parce que quand on voit des enfants qui n'ont pas de membres et qui ont toujours le sourire, on peut que relativiser. Oui, mais en même temps, quand ça vous tombe dessus, néanmoins, c'est pas simple. C'est sûr que c'est handicapant, surtout quand à 22 ans, on découvre ça. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que ça vous est tombé dessus et à 22 ans, là où on est on a envie de dévorer la vie à pleines dents, dans des projets. Il y a tout d'un coup comme si, vous étiez réduit presque à l'arrêt, quoi. Où il faut repenser peut-être un peu les choses autrement. Donc, c'est pas anodin aussi que l'angoisse, elle soit arrivée à ce moment-là. Parce que forcément, vous êtes posé beaucoup de questions. Oui, parce que ça a été, comme on dit, comme un coup de massue. Et comment ? Parce qu'on pense toujours que ça peut arriver aux autres, mais pas à soi. Oui. Et de vivre avec une douleur constamment, ça agit beaucoup sur le moral. Et tout ce qu'on entreprend, même des tâches ménagères, par exemple, du quotidien, ça devient compliqué, quoi, à la longue. Comme vous dites, déjà vivre avec la douleur, une douleur physique, oui, ça a des répercussions très importantes sur le moral. Évidemment, parce que c'est pas facile de composer avec la douleur. Et évidemment, ça affecte. Alors, même si après, on entend bien dans ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on voit des personnes qui malheureusement doivent s'habituer à un certain seuil de tolérance à la douleur. Au fond, qu'on a pu abaisser, j'espère pour vous. Mais là, il n'est pas question toujours de vous opérer, toujours par rapport à ce problème de... Non, toujours pas, parce que c'est une maladie auto-immune. En fait. D'accord. Donc il n'y a pas de cause réelle. D'accord. Donc il n'y a pas de traitement possible. Oui, je simplement comprends. une surveillance. D'accord. Et puis je vais pouvoir être opérée en cas d'urgence vitale. Est-ce que là, ils prennent le risque d'opérer. D'accord. Mais autrement, non. Donc c'est survenu quand même, c'est important si vous voulez, parce que parfois, quand je rebondis un peu là-dessus parce que vous m'avez dit, j'ai des crises d'angoisse, j'en connais pas les causes, je sais pas s'il faut comprendre les causes. L'angoisse, elle est quand même survenue là dans un contexte très particulier de découverte de cette maladie auto-immune. C'est pas rien. Oui, je pense qu'inconsciemment ça a joué, et aussi je pense que les épreuves au quotidien que j'ai pu traverser, ça a été une accumulation, et puis je pense que là c'est mon corps qui a empathie en fait. Parce qu'on dit quand on tombe, on se relève. À chaque fois que je suis tombée, je me suis toujours relevée, mais à un moment, je pense que ça tombe sur le physique, et puis quand le corps ne peut plus, et après moi ça a été l'angoisse qui a pris sur le dessus, quoi. Oui, et c'est ça m'a handicapée énormément dans mon quotidien, parce que après ça a été des crises d'angoisse à la conduite, donc je pouvais plus prendre la voie express, moi qui étais commerciale. Ah oui, en effet. J'étais obligée je faisais la technique de l'évitement, chose que si j'avais su, je l'aurais pas fait. Oui, mais ça je vous dis, Marie, quand on a une peur comme ça, on n'y réfléchit même pas. Ah oui, c'est incontrôlable. C'est-à-dire que oui, on évite évidemment la peur. Ah oui. Alors, ce qui est compliqué dans votre boulot de commercial, si vous pouvez pas prendre la voie express, je suis d'accord avec vous. Ça vous a pas simplifié la vie. Comment avez-vous fait alors ?
Eh ben, écoutez, je prenais les routes départementales, D'accord. Oui. alors qu'aujourd'hui, c'est des routes pour moi où c'est même impossible de les prendre. Vous voyez, j'habite à vol d'oiseau, à 2 kilomètres de chez mes parents. Oui. Il y a un tronçon de route où il n'y a pas de maison. Mm. C'est une petite route de campagne. Mm. Et ben, je suis incapable de la prendre. Mm. Je suis incapable de la prendre. Je vais pouvoir maintenant conduire. Si je suis accompagnée, je vais conduire, il n'y a pas de souci. Oui. En passager aussi, maintenant, ça va. Oui. Mais si je dois aller seule, j'irai jamais m'aventurer, par exemple, un dimanche, parce que le dimanche, pour moi, tout est fermé. Donc, si j'ai une crise d'angoisse, où est-ce que je peux m'arrêter pour demander de l'aide ? Et oui, c'est ça, c'est la peur qui survient, c'est ça. Et en fait, chaque déplacement est calculé. Chaque déplacement est calculé, donc... ça doit beaucoup vous fatiguer, parce que dans votre métier, évidemment, vous vous déplacez beaucoup, donc ça vous demande beaucoup d'énergie. En ce moment, je ne travaille pas parce que je suis en congé parental. Ah bon, d'accord. Vous avez eu un bébé, là ? Oui, au mois d'avril, j'ai eu un deuxième. D'accord. Et le plus grand a 8 ans. Oui. Mais vous avez pu mener quand même vos grossesses Oui, curieusement. Vous vous sentiez mieux pendant cette période-là, quand vous étiez enceinte ? La première grossesse, c'était en 2009, donc j'avais pas... ah oui, vous n'aviez pas encore, d'accord. Donc, si, de temps en temps, mal au dos, mais on mettait ça sous le compte du Limbago. Oui. Et pour cette grossesse-là, justement, j'avais quand même très peur. Et finalement... les médecins que j'ai pu voir m'ont dit que c'était expliqué, parce que le centre de gravité n'était plus le même avec le poids qu'on prend sur le ventre. Bien sûr, oui. Du coup, il y avait beaucoup moins de poids sur ma colonne, donc j'avais pas cette sensation de sciatique constante. Donc non, la grossesse c'est bien passé. Donc finalement, les grossesses vous réussissent. Oui, mais vous n'allez pas pouvoir faire des bébés tous les ans quand même, hein. Bon. Non. D'accord. Ah oui, d'accord. Le centre de gravité s'étant déplacé, vous ressentiez moins la douleur. Parce que au quotidien, vous aviez comme si c'était une douleur de sciatique en continu. C'est ça, oui, avec une perte de sensation surtout dans le mollet. D'accord. Donc, des fois, je pouvais toucher mon mollet et puis je sais pas comment expliquer. Ça fait, par exemple, quand moi j'ai subi une première césarienne, et c'est vrai qu'après une césarienne, on a cette sensation où on touche la peau, mais on ne sent plus en fait. Ben oui. Donc voilà, dans ma jambe, ça faisait ça. Et ça a même été un moment à bloquer le nerf, parce que le nerf sciatique passe aussi par la vessie, et à même ne plus pouvoir contrôler. Un jour, je suis arrivée à mon travail, et puis il a fallu que je rentre à la maison parce ma pauvre, oui, c'est vraiment, c'était hyper invalidant, oui. Voilà, je comprends que même pour conduire, d'ailleurs, c'est pas évident si vous sentez plus bien votre jambe, tous ceux qui ont eu un moment initiatique, du coup, conduire, ça devient compliqué. J'avais acheté une voiture du coup en boîte automatique. Ah bah oui, bien sûr. Et comme moi c'est la jambe gauche, j'avais pas le problème pour conduire. Bon. Mais j'avais le problème des angoisses. Et les angoisses là, parce que vous en faites toujours des crises d'angoisse, ou c'est quelque chose de plus diffus aujourd'hui ? La vraie crise en elle-même, non. Parce que pour moi j'en ai fait qu'une vraie crise d'angoisse. La première. Voilà. Ouais. Et j'ai essayé aussi parce que du coup je me suis dit qu'est-ce qui m'arrive, donc j'avais été voir un médecin, ensuite qui m'a orienté vers un psychologue, qui m'a orienté vers un psychanalyste. J'ai aussi été voir un psychiatre. Le psychiatre, comme je pense 9 personnes sur 10 qui consultent, fait une ordonnance avec antidépresseur anxiolytique. Mais c'est plus de l'anxiété, oui, que de la dépression là. Enfin, oui. Donc, puis après, c'est dur de s'arrêter de ce traitement-là au niveau des anxiolytiques. Oui. Ce que je disais un jour à mes parents, parce que j'ai voulu me sevrer, voyant qu'il n'y avait pas d'effet bénéfique, je me dis à quoi ça sert que je prenne ces molécules-là, qui sont quand même pas anodines. Et un jour, ce que je disais à ma mère, j'ai dit, je me suis jamais droguée de ma vie, mais je pense que je suis droguée en manque, en fait. De plus avoir ces médicaments. Vous n'avez plus rien, vous ne prenez plus du tout d'anxiolytiques là ?
Non, j'avais arrêté avec suivi médical, oui. Progressivement. Oui, bien sûr, c'est ce qu'il faut faire, sinon il y a un effet rebond. Mais est-ce que lorsque vous preniez des anxiolytiques, là, j'imagine que vous réagissiez bien? C'est-à-dire que l'angoisse, c'est peut-être pour ça aussi que vous n'avez pas refait de grosses crises d'angoisse. Ça fait 2 ans que j'ai arrêté ce traitement-là. C'est un traitement que j'avais eu pendant 1 an à peu près. Certes, j'étais beaucoup plus, on va dire plus cool, mais j'avais pas de solution à mon problème. C'est comme toutes les séances que j'ai pu faire avec une psychologue, ils sont à l'écoute, il n'y a aucun souci, mais il n'y a pas de solution, il n'y a pas de concret en fait. Et c'est ça le problème que j'ai. C'est même il y a peu de temps, j'ai contacté une psychanalyste en technique EMDR. Finalement, j'ai eu qu'un rendez-vous parce qu'elle me dit, moi, il me faut un avis, il me faut un médecin, donc un psychiatre. Sauf que le psychiatre, il ne me reçoit pas avant fin février. Mais donc, attendez, voyez, là, moi, j'essaye de comprendre où est-ce que vous en êtes au niveau, puisque aujourd'hui, au niveau angoisse, vous en êtes tout dans. Je vis constamment dans la peur d'avoir peur. Voilà. En plus, mon conjoint travaille. Ça ne porte pas le soir. Non. Est-ce que ça porte sur vos enfants parfois, ou est-ce que c'est vraiment sur vous? Non, c'est uniquement sur moi. Indirectement, mes enfants. Mon plus grand, on va dire, qui subit indirectement, même si je ne parle jamais de ça devant lui. Par exemple, l'amener au cinéma, c'est pas possible pour moi. Pourquoi? Parce qu'il faut conduire pour y aller. Mais dans votre métier, comment vous faites? Là, vous êtes en congé parental, mais... Ouais. Ah oui, le métier, oui, j'étais donc commerciale au départ. Oui, donc j'en ai démissionné. Mais là, cette peur, est-ce qu'elle se traduit physiquement? Parce que là, psychiquement, j'entends, vous vivez dans la peur d'avoir peur. Mais est-ce que physiquement, vous en ressentez les symptômes de cette angoisse? Oui. De les quel symptômes, type? toujours, c'est brûlures. C'est des brûlures. C'est curieux, mais c'est pas caractéristique de l'angoisse. Mais brûlures, c'est pas au niveau de l'œsophage, c'est dans les bras, vous me dites. Non, du tout. C'est comme si on mettait un coussin très très chaud. Vous savez, il y a des coussins qui relaxent les lombaires comme ça très chaud. Et c'est comme si on mettait un coussin comme ça très chaud sur la nuque et qui me diffusait cette chaleur en continu comme ça jusqu'au moment où j'arrive à me calmer dans la nuque, les épaules et les bras. J'ai pas les picotements, j'ai pas l'hyperventilation, j'ai pas. Il y a plein de choses que j'ai pas dans tous les bouquins que j'ai pu lire à ce sujet-là. Et j'ai pas le cœur qui s'emballe. Oui, vous n'avez pas les symptômes vraiment habituels. Hein. Donc, est-ce que peut-être aussi il y a quelque chose lié à votre maladie auto-immune? Je ne sais pas. C'est ça qui est compliqué. J'ai fait des recherches par rapport à ça et ils n'ont rien trouvé. Comment êtes-vous suivi? Vous n'avez pas été prise en charge dans un... Bon, j'imagine, mais il existe maintenant des centres de la douleur où on prend vraiment en compte à la fois, évidemment, si les gens viennent dans ces centres, c'est parce qu'ils souffrent de douleurs chroniques. Et on parle de douleurs chroniques quand la douleur persiste au-delà de 3 mois et ne cède pas aux traitements habituels qui sont prescrits. Et dans ces centres, justement, il y a une prise en charge vraiment pluridisciplinaire, puisqu'on prend en compte la douleur physique, mais aussi la douleur morale, c'est-à-dire toutes les manifestations anxio-dépressives, on va dire, qui sont affiliées à ces problèmes de douleur physique. Avec plusieurs, si vous voulez... Il y a des psychologues, évidemment, qui travaillent dans ces centres, mais en collaboration avec des médecins. C'est très intéressant, cette recherche, cette mise en commun des sophrologues. Enfin, il y a plusieurs choses qui peuvent être pour essayer aussi de tenir compte à la fois, je vous dis, de la douleur physique et de l'anxiété. Donc ça, suite à mon hospitalisation en septembre 2015 à Rennes, où je devais être opérée pour une arthrodèse lombaire. Vu que l'opération n'a pas pu se faire, le neurochirurgien m'avait orientée par le biais d'un courrier au centre antidouleur le plus proche de mon domicile. Oui. Et donc depuis septembre 2015, je suis sur liste d'attente.
Oh là là, c'est pas possible. Dans ce centre de la douleur, depuis septembre 2015. 2015, ouais. Mais c'est votre neurochirurgien qui vous avait. Oui, c'est le neurochirurgien. Vous pourriez pas lui demander là, écoutez, là franchement, je sais bien qu'il y a des délais d'attente terribles, mais enfin là, avec quand même ce côté invalidant des angoisses. Oui. Je les ai relancés. Oui. J'ai eu la secrétaire qui a été, je pense, très ferme et très ferme aussi, peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens qui relancent et qui sollicitent, et qui m'a dit: écoutez madame, je peux rien pour vous, vous êtes sur liste d'attente, quand il y aura une place, on vous appellera, on vous fera savoir. J'en ai parlé aussi à mon médecin traitant. Oui. Qui m'a aussi fait un courrier. Oui. J'ai envoyé donc le courrier en recommandé. Vous avez bien fait. Courrier, mais et le neurochirurgien a fait un courrier, vous l'avez recontacté? Vous l'avez recontacté Pardon, est-ce que vous l'avez recontacté depuis, votre neurochirurgien, en disant: je suis en attente depuis 2 ans? Non. Ça vaudrait peut-être le coup, parce que lui travaille il peut peut-être faire une lettre à un médecin qui travaille spécifiquement. Peut-être qu'il a des liens, vous voyez, plus. Ça, c'est ce que mon médecin traitant avait fait, puisque lorsque je lui avais parlé donc de cette démarche-là du neurochirurgien, il m'a dit: écoutez, je vais faire une lettre, parce que justement le docteur en question dans le service du centre antidouleur à qui j'avais été adressée, il se trouve que c'était un ami de mon médecin traitant. Voilà. C'est pour ça qu'il lui avait fait directement un courrier. Oui. Mais les choses n'ont pas avancé depuis. Donc moi, parallèlement à ça, je m'étais inscrite à des cours de sophrologie. Oui. Début septembre. J'arrivais pas à lâcher prise. Donc j'ai vite arrêté, j'ai fait 4 cours. C'est votre difficulté, lâcher prise? Oui, parce que très tendu. Sur le quotidien, il y a aussi 2 enfants, on est une famille recomposée. Donc avec mon conjoint, on a un enfant en commun. Mais j'ai un enfant aussi qui a 8 ans, qui est d'une précédente union. Et c'est vrai que c'est assez difficile pour moi de lui laisser la charge de mon premier, parce que j'ai toujours peur pas que ça se passe mal, mais que lui voit ça comme une charge en plus pour lui. Mais comment ça, une charge? Le fait de s'occuper du petit. Qui a 8 ans? Oui. Alors que, attendez, je suis désolée, mais enfin, maintenant vous formez une famille. Oui. C'est un peu gonflé de vous. Enfin, je sais pas, ça me paraît curieux qu'il voit ça comme une charge. Vous formez. Non, lui le voit pas comme une charge, mais moi, du coup, je le vois comme ça. Mais pourquoi? C'est moi qui n'arrive pas, en fait, à lâcher prise lors des cours de sophrologie. Non, mais attends, là on n'est pas dans la sophrologie. Là, j'essaye de comprendre. Vous me dites par rapport, vous avez un premier enfant d'une première union qui a 8 ans, et vous semblez dire que c'est comme si c'était vous qui deviez exclusivement vous occuper de lui, parce que vous ne voulez pas faire porter ce surcroît de travail à votre compagnon, avec qui vous venez d'avoir donc ce deuxième enfant là. Oui. Mais vous formez une famille aujourd'hui, enfin, vous pouvez déléguer quand même. Vrai, vous n'arrivez pas à déléguer? Non, j'arrive pas à déléguer. Oui, vous contrôlez tout, quoi. J'arrive pas à déléguer parce que de ma précédente union, on s'est, avec le père de mon premier fils, on est restés ensemble simplement 1 an. Enfin, on s'est quittés quand le petit avait 1 an. Et après, mis à part mes parents, j'ai toujours géré toute seule. Être la garde de mon fils. Mais il n'est pas présent pour son fils, votre... Si, il a un droit de garde et de visite classique. Et ça, c'est pour vous, c'est quand ce n'est pas vous qui avez votre fils, vous arrivez à lui confier sans être trop stressé? À son père, oui. D'accord. Non, mais j'avoue que ça me surprend. Ce que vous dites, voyez, comme si j'ai bien compris que pendant un temps, ça reposait beaucoup sur vous, bien sûr, puisque vous êtes séparés, il était petit, et heureusement, vos parents qui ne sont pas loin et qui peuvent prendre le relais. Mais aujourd'hui, que vous avez cette chance d'avoir rencontré un homme avec qui vous avez eu un deuxième enfant, avec qui vous pouvez reformer une famille, même si il n'est pas le père de cet enfant et que son père est présent pour l'aîné. J'étais un peu surprise par la façon dont vous, comme si là vous aviez du mal, enfin, à ce qu'il y ait un peu un partage au fond, qui puisse vous soutenir, qui puisse aussi vous aider, y compris par rapport à cet enfant, dans un quotidien. Oui, aussi, mais là c'est vrai que dans le contexte de ces cours de sophrologie qui se passaient sur son jour de repos à lui, parce que lui travaille en restauration, donc il travaille le soir en restauration rapide.
J'avais comme l'impression de lui donner une charge alors que c'était son jour de repos. Donc, Oui, mais enfin, bon, déjà, si vous n'avez pas accroché, vous n'avez pas accroché. C'est pas, mais si vous vous sentez mieux un peu dans un quotidien, tout le monde s'en ressentira, votre compagnon comme les enfants. Vous voyez, alors après, on peut, vous savez, moi, à un moment, j'avais voulu me mettre au yoga, ça m'énervait, moi. Bon, ça me calmait pas, ça, j'arrivais pas à faire les postures, ça me stressait le yoga. Bon, j'ai arrêté. Il y a des trucs comme ça qui conviennent très bien à certaines personnes et pas du tout à d'autres. Donc, dans ces cas-là, il faut pas s'accrocher. Mais je pense que c'est pour ça que je me suis pas entêtée. Oui, vous avez raison. Oui. Il faudrait trouver. Je pense à ce moment-là, peut-être vous pourriez d'ailleurs demander. Je suis en train d'y penser, puisqu'il y a ce délai d'attente dingue. Malheureusement, ça montre à quel point il y a une demande et il n'y a pas assez de centres antidouleurs. C'est ça le problème. Donc, ils sont très sollicités. Non, et puis les autres grandes villes sont à 150 km. Eh oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Quand on est dans des grandes villes, évidemment, il y a plusieurs centres, donc ça. Mais en province, parfois, il y a des délais d'attente qui deviennent complètement exorbitants. Mais peut-être, alors, ce qui est peut-être possible de faire, en revanche, c'est de dire j'ai bien compris qu'il y a un délai d'attente, mais est-ce que dans ce centre, il n'y a pas des médecins psy, on va dire, qui exercent, qui ont un cabinet? Parce que auquel cas, vous pourriez peut-être aller les voir à ce moment-là en privé, en attendant. Et je trouve que ça serait intéressant, dans ce que vous me décrivez, que ça soit quand même des personnes qui puissent prendre en considération tout ce contexte médical dans lequel est survenue votre première crise d'angoisse. Parce que c'est vrai que si vous débarquez comme ça, alors après, le psychanalyste, il peut très bien resituer ça, ou un psychiatre, il va vous faire une ordonnance, je suis angoissée, mais il y a tout un contexte, je trouve, vous voyez, et peut-être je suis en train de penser, vous pourriez rappeler le centre de consultation antidouleur et demander si parmi les psys qui y travaillent, psychiatres ou psychologues, peu importe, mais il n'y en a pas qui ont un cabinet. Parce que ça, ils vous le donneraient bien volontiers, en disant, écoutez, moi, c'est trop long. Un cabinet en ville Oui, leur poser la question, en tout cas. Et si c'est pas le cas, dire est-ce que vous pouvez demander, est-ce que vous auriez quelqu'un à me recommander? Parce que là, moi, vraiment, je me sens pas bien, très angoissée. Est-ce que vous auriez un nom? Et je pense que la secrétaire vous le donnera bien volontiers, parce que plutôt que d'avoir des gens qui s'énervent parce que il y a pas de place, vous voyez, ça peut être une possibilité pour vous, pour ne pas rester dans cet état-là, quand même. D'aller voir quelqu'un et d'en parler, mais quelqu'un qui connaît un peu le problème et qui a une vision assez globale. Oui, j'essaye ça. Je vais devoir vous laisser, Marie, mais j'espère, rappelez-les quand même et posez-leur la question. Et je pense que vous allez pouvoir avoir une réponse de ce côté-là. Je l'espère. D'accord. Je vous souhaite quand même de très belles fêtes. Merci, je vous remercie en tout cas de tous ces conseils. Au revoir Marie. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Europe 1. Et la ligne est ouverte au 39 21 jusqu'à 1h du matin. Donc n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil si vous souhaitez nous parler ou réagir peut-être à un témoignage qui vous touche particulièrement. 39 21. Si jamais vous n'avez pas Amandine et Paul au téléphone, surtout laissez-nous bien un petit message sur le répondeur en indiquant surtout votre numéro de téléphone, parce qu'il y a toujours des étourdis qui laissent des longs messages et puis on attend, on écoute, puis voilà, dire j'attends, j'espère que vous allez me rappeler. Oui, mais on n'a pas le numéro. Je pense à Jean-Claude, tiens d'ailleurs, c'est un monsieur, je crois qui disait qu'il s'interrogeait un peu sur son avenir, qui a laissé un message cet après-midi. Qu'on a écouté, on l'a entendu, Jean-Claude, qui dit j'aimerais beaucoup vous parler. Le problème, c'est qu'on n'a pas votre numéro. Donc voilà, si vous êtes à l'écoute, n'hésitez pas à nous repasser un petit coup de fil au 39 21. On se fera un plaisir de vous accueillir. C'est Lucie qui est avec nous maintenant. Bonsoir Lucie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis ravie de vous entendre Caroline. Oh, c'est gentil, moi aussi. Voilà, je travaille dans le milieu hospitalier. Oui. Quand je rentre du travail, oui. La première des choses que je fais, je sors vite mon chien.
Eh oui. Et puis, Le toutou, et puis il doit vite- avoir besoin de sortir. oui. Et puis je m'évite la radio, Ah, voilà, pour vous écouter. Et vous sortez tard, alors forcément vous avez des horaires. Ah, oui, c'est des horaires particuliers. Soit je commence le matin très tôt, Eh oui, soit je travaille. Là, je suis rentrée il n'y a pas très longtemps, voilà. oui, c'est pas facile hein, pour tenir le coup, ça, d'être en décalé comme ça. Oui, mais enfin, c'est un si beau métier que, voilà. Vous aimez ce que vous faites. Qu'est-ce que tout vous à fait. faites d'ailleurs à Je suis l'hôpital? aide-soignante, Vous êtes aide-soignante. Ah oui. oui. Oui, c'est un beau métier, mais pas facile. Hein. Vous êtes. C'est Il y a vrai, une charge de Caroline, travail mais bon. importante, hein, et physique Très- et morale. Oui. Mm. Mais on reçoit beaucoup aussi, hein, voilà. Heureusement, oui. C'est un métier, quand on l'aime, on reçoit beaucoup. Oui, certainement, j'en doute pas. C'est vrai que je trouve que c'est vous qui êtes presque les plus proches auprès des patients. Enfin, il y a Ah oui, dans oui, l'intimité, dans quelque chose de. C'est vrai, on se confie beaucoup à vous. Oui. Mm. Oui. Alors, mais ce soir, vous m'appelez pas pour me parler de l'hôpital. Hein. Ça y est, vous en êtes sorti. Là, vous faites un peu un break. C'est repos. Oui, mon appel, en fait, bon, on m'a demandé le motif. Alors, j'aurais aimé aborder avec vous, si vous voulez bien, Oui. le sujet de la culpabilité. Oh là Alors, là. je vais essayer d'être la plus concrète possible. Oui. En fait, cela fait un peu plus d'1 an que mon mari est décédé. Donc, je me suis arrêtée de travailler. Oui. Et puis, je l'ai pris en hospitalisation à la maison. Voilà. D'accord. Et donc, ensuite, il est décédé. Mhm. Sur ce, mes beaux-fils, il faut savoir que moi, j'étais mariée depuis 30 ans. Oui. Donc, avec mon mari, on a élevé nos enfants, donc ses 2 fils et les 2 miens, qui étaient tout petits à l'époque. Voilà. Qui étaient les Donc, siens également ou Non, moi non, j'avais les d'accord. 2 miens. Donc, en fait, on a élevé nos 4 enfants D'accord. ensemble. Oui. Voilà. Donc, mon mari est décédé. Sur ce, mon mari habitait dans un appartement de ses parents. Il y a habité avec sa première épouse. Et puis, ensuite, ils se sont séparés. Et donc, moi, je suis arrivée dans la vie de mon mari, cela fait 30 ans. Voilà. Et quand mon mari est décédé, mes belles-sœurs m'ont demandé de quitter l'appartement. Donc, j'ai quitté l'appartement. Alors, j'ai énormément de chance. Hein. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Mon papa et ma maman avaient un F2. Hein. Et quand ils ont vu la tournure, ils m'ont dit de venir habiter dans cet appartement. Hein, voilà. Ah oui, heureusement pour vous, oui. Oui, voilà. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Ouais. Mais parce que cet appartement que vos belles-sœurs vous ont demandé de quitter, c'est l'appartement dans lequel vous avez vécu pendant 30 ans avec votre mari. Oui, voilà. Mon mari y a vécu avec sa première épouse. Oui. Et ensuite, pendant 30 ans, avec moi. D'accord. Et donc, elles m'ont demandé de quitter l'appartement. Et puis, ensuite, j'ai mes beaux-fils qui m'ont fait beaucoup de chagrin parce que ils m'ont demandé pourquoi je n'avais pas vu que leur papa était malade avant. Bah, alors mon mari avait un cancer, c'est un cancer de l'œsophage qui, quand les symptômes arrivent, eh bien c'est que c'est fini déjà. Voilà. Alors vous leur avez dit ça à vos beaux-fils? Eh bien, oui, mais voilà. Ensuite, donc, ils sont allés chez le notaire pour savoir ce qu'ils auraient droit comme succession de leur papa. Je leur ai expliqué qu'on n'avait rien avec leur papa, mais donc mes beaux-parents ont des appartements, dont celui où habitait mon mari. Voilà. Et donc, ils voulaient savoir ce qu'ils auraient droit au décès de mes beaux-parents. Mes beaux-parents sont toujours vivants, Caroline. Ils ont quel âge, vos beaux-fils, là? J'en ai. Alors, ils ont 35 et 37. Mais dites-moi, ils perdent pas de temps pour aller demander là, les questions d'héritage. Mon Dieu, mais leur père est décédé il y a à peine 1 an et ils sont déjà dans ces histoires-là. non, mais Caroline, tout ça, c'est fait la semaine après le décès de mon mari.
J'avais encore tout le matériel hospitalier à la maison. Oui. Quel lien ils avaient avec leur père, eux? Normal. Oui, normal, mais ça veut dire quoi, normal? Ils n'étaient pas très... Il n'y avait rien de... Ils se voyaient régulièrement, oui, on se voyait régulièrement. Oui, oui. Et pendant la maladie de leur père, comment était-il avec lui? Avec lui, gentil, oui. Mais moi, ils étaient très froids. Parce que il me tenait un peu responsable de ne pas avoir repéré plus tôt les signes. Oui. Mais vous savez, malheureusement, dans ces cas-là, il y a des réactions comme ça qui peuvent arriver où les personnes, vous le savez, pour travailler auprès de personnes qui, vous le voyez parfois dans les réactions peut-être de la famille qui vient visiter quelqu'un, où les gens ont pas vraiment intégré cette réalité, ils sont pas encore dans la douleur de la disparition, ils n'ont pas intégré et ils vont sur des trucs presque très pratiques, très matériels qui peuvent choquer, comme là en l'occurrence, comme s'il fallait trouver un coupable. Oui. C'est-à-dire et à la limite, comme si ça déchargeait au fond d'une culpabilité, d'une douleur, d'un chagrin. Oui. Et en l'occurrence, c'est vous. Alors comme en plus vous êtes dans le domaine médical, vous auriez dû voir. Mais c'est des réactions qui parfois sont dites comme ça à chaud, à vif, et qui, je comprends que ça vous ait fait mal, mais qu'il faut prendre avec un peu de distance parce que c'est des réactions un peu de contre-coup. Et ensuite, donc ils ont été chez le notaire et le notaire leur a expliqué que au décès des grands-parents, toujours pareil, j'ai trouvé ça incroyable d'aller spéculer sur le décès des grands-parents qui sont encore vivants. Oui, c'est gênant. Hein. Oh là là, alors, mais donc ils sont allés chez le notaire et là ils se sont retrouvés un peu confus parce qu'ils ont appris que j'étais héritière aussi. Ça paraît normal, je trouve, au vu de l'histoire que vous avez. Je ne voulais pas que le décès de mon mari soit source de conflit, Caroline. Alors, je me suis dit, dans le fond, quand j'ai connu mon mari, je suis arrivée dans sa vie avec mes petits garçons. Il m'a aimé moi et mes enfants. Pendant tant d'années, il m'a apporté du bonheur. Alors, je me suis dit, dans le fond, je vais lui rendre ce qu'il m'a fait. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai signé un papier au notaire, comme quoi je renonçais à cette succession. Voilà. Mais on s'est déjà parlé, hein, Lucie. Moi, je me souviens de vous. Alors, à l'époque, oui. Je vous avais appelé il y a 1 an de ça, Caroline. Alors, j'ai pas de notion, en revanche, des dates, mais je me souviens très bien, ou très peu de temps après le décès de votre mari, la famille, je n'ai pas souvenir que c'était des belles-sœurs, vous avez demandé déjà de quitter le domicile, et vous m'aviez déjà parlé de culpabilité, du fait que vous ayez renoncé à tout. Non. Je vous avais appelé, Caroline, parce que... ça me fait drôle de reparler de ça, mais bon. Parce que j'ai accompagné mon mari pendant toute sa maladie à la maison. Et puis, je n'étais pas là pour son dernier souffle. Voilà. Et je culpabilisais de ne pas avoir été là pour ça. C'était pour ça que je vous avais appelé. Mais il y avait déjà, je me souviens, mais il y avait aussi cette histoire où on vous avait demandé de partir. Alors, elle m'envoyait, donc voilà. Mais c'était... Voilà, je me souviens très bien de vous. Et cette histoire après, alors le notaire, pourquoi vous avez renoncé à ce qui vous revenait? C'était votre mari qui avait demandé à ce que vous figuriez sur l'héritage? Non, ça se fait automatiquement. Mais pourquoi vous renoncez à ça? Je renonce, Caroline, parce que, comme je vous disais, mon mari m'a pris, moi, mes enfants. Il m'a aimé, voilà, avec mes enfants. Oui, mais vous avez aussi accueilli les siens, enfin... Oui, mais quelque part, j'ai voulu lui rendre ce qu'il m'a fait. Parce que, dans le fond, je me suis dit, moi, je suis l'héritière morale de mon mari. Et ça, on ne peut pas me l'enlever. Ça, c'est certain. Voilà. Et donc,
j'aimais tellement mon mari, il m'a rendue tellement heureuse, mes enfants et moi-même, que dans le fond, j'ai voulu lui rendre ce qu'il m'a fait. Et donc, je me suis dit, je ne vais pas embêter ces enfants vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas les embêter. Je trouve que c'était aussi une des. Enfin, j'entends la reconnaissance que vous avez, mais enfin, c'est pas comme si vous l'aviez rencontré il y a quelques mois. C'est 30 ans de vie. Oui. Vous avez passé 30 ans de vie avec lui. Vous avez formé une famille avec lui, ses 2 enfants, les 2 vôtres. Enfin. C'était dans... Vous voyez, je comprends pas. Peut-être la culpabilité vous empêche finalement de... C'est aussi une façon de vous mettre à l'abri, mais on va marquer une pause et continuer à en parler. À tout de suite. À tout à l'heure, Caroline. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Europe. Alors, Lucie, vous m'avez dit d'emblée en essayant d'essayer de résumer cette histoire, à la fois votre histoire personnelle et l'histoire familiale qui est complexe. Vous m'avez dit, pour résumer ça, j'ai un problème de culpabilité. Comment elle se manifeste aujourd'hui? Comment elle s'exprime, votre culpabilité? Le problème, c'est que maintenant, depuis... Donc, alors, je me dis, mais dans le fond, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire. Donc, je suis partie de l'appartement. Mes beaux-parents qui, me demandent toujours pourquoi tu es partie de l'appartement. Alors, bien entendu, ils sont très âgés. Je leur ai dit parce que c'est trop grand pour moi maintenant. Parce que j'ai vécu la maladie de mon mari. Mais je leur dis pas la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais je me souviens très bien de ça. C'est-à-dire que alors ils sont âgés, j'imagine, vos beaux-parents. Ils ont. Oui. Hein. Donc vous voulez déjà, ils sont dans le chagrin d'avoir perdu leur fils. Bon, vous voulez les ménager, donc vous ne voulez pas leur dire que ce sont leurs filles qui vous ont demandé de quitter cet appartement. C'est ça. Mais je trouve que vous ne vous ménagez pas, vous, dans cette histoire. C'est ce qui m'ennuie un peu, et je vous l'avais déjà dit. C'est-à-dire que je comprends tout à fait la délicatesse que vous avez. Il ne s'agit pas... Je comprends que vous ne vouliez pas en faire polémique, et justement pour aussi ménager ce couple qui est déjà dans le chagrin. Mais les choses peuvent se dire parfois simplement. C'est-à-dire qu'on voit d'ailleurs, vous en parlez posément, calmement. Donc vous auriez pu dire, j'aurais aimé rester dans cet appartement, mais vos filles souhaitaient le reprendre. Voilà, c'est tout. Ça aurait pu engendrer un conflit, Caroline, aussi. Bah oui, mais enfin, bon, après tout... ils auraient pu dire, tiens, pourquoi, voilà, peut-être après... mais en même temps, c'est la vérité. Je trouve, parce que ça vous met en porte-à-faux. Je ne sais pas quelles sont vos relations aujourd'hui avec vos beaux-parents. Alors, je suis en contact donc avec mes beaux-parents. D'accord. Par contre, mes beaux-fils, mes belles-sœurs, depuis un peu plus d'1 an, parce que ça fait longtemps que je suis étonnée que vous vous en souveniez. Ah, mais je me souviens parfaitement de vous. Ah oui. Ça me touche vraiment énormément. D'autant qu'à l'époque, quand je vous avais appelé, parce que quand j'ai eu ce gros chagrin, c'était énorme pour moi. Quand mon mari est hospitalisé à la maison, oui. J'avais tout l'appareillage, et un soir, il a fait une insuffisance respiratoire. Et l'appareil que nous avions, l'appareil médical, n'était plus assez compétent pour, disons, l'aider à respirer. Et donc, on l'a amené le temps que l'ambulance l'amène à Monaco, voilà, parce que je suis pas loin de Monaco, et que moi je suive, il était décédé. Alors, je vous avais expliqué que je m'en voulais vraiment terriblement de ne pas avoir été là pour son dernier souffle. Voilà. Oui. À l'époque, c'était mon propos aussi. Oui. Mais là, donc ça fait plus d'1 an, je n'ai plus de nouvelles de personne, Caroline. Ni de vos beaux-parents?
Si mes beaux-parents sont en contact avec eux. Mais vous pensez pas, Lucie, que vos beaux-parents, ils doivent se demander pourquoi justement vous n'êtes plus en lien avec vos belles-sœurs, que ça se passe pas bien avec vos beaux-fils. Ils doivent quand même se poser des questions. Ils n'en ont pas l'explication, ou en tout cas ils ont une version qui n'est pas la vôtre. Et je trouve ça dommage. Je trouve que dans cette histoire, vous vous mettez beaucoup trop en retrait. Et encore une fois, j'entends, et c'est tout à votre honneur, de vouloir préserver ce couple. Il ne s'agit pas de polémiquer avec eux et d'aller leur dire pique-pendre sur leur fille, mais simplement de dire la vérité, les choses comme elles sont, et dire que finalement, ça vous désole, mais c'est comme ça. Oui, Parce qu'après tout, ils pourraient avoir leur mot à dire. Enfin, même si, quand bien même, on peut comprendre, dans la mesure où c'était un appartement familial, que bon, les sœurs de votre mari, elles ont dit bon, bah après tout, ils en ont bénéficié pendant 30 ans. Nous, on va le vendre, avoir bon. Oui, mais oui, les choses peuvent se faire un peu plus élégamment, je dirais. Le fait de quitter l'appartement me paraît tout à fait normal. Ce qui m'a choqué, Caroline, c'est la rapidité à laquelle on m'a parlé de cela. Oui, c'est ça. J'avais encore... donc je me souvenais plus que je vous avais dit ça à l'époque, mais j'avais encore tout le matériel à la maison. Oui, je me souviens. Et voilà. Oui, vous étiez vous dans cette douleur, dans ce traumatisme. Mais alors vous savez aussi, parfois ce qui, évidemment, de l'extérieur, on dit c'est très choquant, et en même temps, parfois comme ça, après un décès, les gens, enfin, il y a de toute façon tout un tas de choses matérielles à à faire. Il y a plein de choses matérielles à faire qui sont à la fois pénibles et qui en même temps parfois aident aussi, parce qu'il faut s'activer, être dans l'action, faire quelque chose. Et on voit parfois des personnes qui vont se centraliser, se focaliser presque sur des choses très matérielles, ce qui est une façon aussi un peu de ne pas penser, d'évacuer la réalité du décès. Vous voyez, où tout d'un coup, alors on dit, bon... voilà, ils sont dans leurs histoires de papier, d'héritage, mais c'est parfois aussi presque une façon de lutter contre l'angoisse. Oui. Maintenant, vos beaux-parents, ils ne vous posent jamais la question, ils ne vous posent pas de questions à ce sujet, dire non. Si vous, pourquoi vous voyez plus vos belles-sœurs? Ils ne sortent pratiquement pas. Mon beau-père sort encore un petit peu, mais ma belle-mère est toujours chez elle. Elle est sous oxygène. C'est une dame qui est malade. Ah oui, bon alors effectivement là. Donc en fait, elle ne. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est même. Oui, donc là je comprends effectivement que vous n'en parliez pas du tout à cette dame-là. Si elle est dans cet état-là, non. Mais alors, la culpabilité, j'entends par rapport au fait de ne pas avoir été là pour les derniers instants. Mais en même temps, vous avez fait ce qu'il fallait qu'il soit transféré, et vous me dites quand même vous savez bien aussi, alors, évidemment, en tant que soignante, vous le savez, mais en tant qu'épouse, c'est plus difficile, que c'est quelque chose de tellement répandu. Vous le voyez certainement dans les familles, de dire, comme si dans ces derniers moments, il allait se dire quelque chose d'essentiel. Vous savez aussi que c'est rarement le cas. Parce que les personnes, elles sont mal, et puis en état de parler souvent. Et que c'est parfois dans ces moments-là aussi où, dans les services de soins palliatifs, beaucoup de soignants disent c'est parfois au moment où les familles s'absentent, même très peu de temps, que la personne s'échappe. Bon. Mais est-ce qu'elle porte aussi sur la famille? C'est ça que j'aimerais comprendre. Ou est-ce que c'est toujours cette culpabilité, parce que le temps avance, il est 54, ou avant minuit, elle porte sur quoi, votre culpabilité? Alors maintenant, voilà, ça, c'est une question vraiment qui tombe à point, Caroline. En fait, j'ai mes parents qui, moi aussi, sont très âgés. Et maintenant, je les appelle tous les jours. Ils habitent à côté de chez moi. Hein. Je suis là. J'ai peur de ne pas être... comment expliquer? Je sais que mes parents sont très âgés, qu'un jour je vais les perdre. Et alors, comment dirais-je, j'essaie toujours de tout faire très bien, d'être là, de les appeler,
justement parce que je culpabilise de, je veux m'appliquer pour eux aussi. Comment expliquer? Vous voyez ce que je veux dire? Je veux faire les choses bien aussi pour eux. J'ai peur de ne pas bien faire envers mes parents. Alors, vos parents ou vos beaux-parents? Mes parents. Oui, mais là, Lucie, il faut un peu vous occuper de vous, là. Enfin, aussi, parce que vous êtes, en tant que soignante, confrontée déjà à des choses très difficiles, où vous prenez en charge des gens qui vont mal, et qui peuvent être aussi en fin de vie. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose où vous êtes encore, c'est normal, il y a qu'un an que vous avez perdu votre mari, et où vous avez pris soin de lui à domicile. Bon, c'est très compliqué. Et là, vous êtes en train maintenant de penser, d'anticiper par rapport à vos propres parents. Oui. Et il y a quelque chose d'une angoisse. Ça traduit aussi votre angoisse plus qu'une culpabilité. Oui. Ah, vous pensez que c'est plus de l'angoisse? Ah oui, je pense là qu'il y a quelque chose qui est plus d'une angoisse. Et ce qui est normal, ça ne fait qu'un an. Et un an où votre mari est décédé, mais il y a eu tout ce temps d'hospitalisation à domicile et tout ce que ça suppose de très angoissant. Et peut-être qu'il vous faudrait un peu un accompagnement pour pouvoir en parler, puisque je vois bien à quel point vous avez besoin d'en parler. Puisque vous me rappelez, je me souviens très bien de vous, et vous êtes toujours dans ces mêmes sentiments, dans ces mêmes douloureux. Je pense que peut-être un peu un soutien psychologique vous ferait du bien. Puisque vous êtes dans quelque chose de douloureux, où c'est comme si tout dépendait de vous, tout reposait sur vous. Alors bien sûr que vos parents, vous les accompagnerez au moment, mais en même temps, entre-temps, il vous faut vivre et vous occuper de vous. Alors, ma maman m'a dit il y a 2 jours, elle m'a dit, écoute, va t'occuper de tes vieux séniles. Quand j'aurai besoin de toi, je te ferai signe. Eh ben voilà, elle a tout dit, votre maman. Voilà, Caroline, oui. Elle a tout dit, là que vous êtes en train d'anticiper des choses évidemment très pénibles et très angoissantes pour tout un chacun, mais qui témoignent surtout que vous avez besoin de parler de tout ce que vous avez traversé. Parce qu'entre-temps, il y a la vie, là, Lucie. Mais il y a la vie, mais vous êtes dans ce temps du deuil. Et finalement, vous anticipez maintenant celui de vos parents. Mais votre maman, elle vous le dit. Occupe-toi de toi. Elle réagit comme une mère. Encore, vous voyez, occupe-toi de toi. Oui. Occupe-toi de des patients. Oui, dans votre travail, parce que ça, c'est votre travail et vous le faites certainement avec beaucoup de cœur. Mais vous pouvez pas, il faut que vous vous ressourciez là. Vous pouvez pas, dans votre travail, vous donner à fond comme ça et en même temps, quand vous rentrez chez vous, voyez, anticiper quelque chose qui n'est pas pour le moment. Donc il faut que vous trouviez un moment que vous preniez soin de vous pour vous ressourcer, pour sortir un petit peu de tout ça. Et si vous n'y arrivez pas, peut-être qu'un accompagnement ponctuel, psychologique, pourrait vous y aider pour ne pas rester enfermé dans cette angoisse. D'accord, Lucie ? Je vous remercie, Caroline. Bon courage et je vous souhaite malgré tout de bonnes fêtes. Bonne fête à vous et au revoir. À votre équipe. Merci beaucoup. Bonne fête aux auditeurs. Au revoir, Merci Lucie. Merci pour cette émission géniale. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir, Lucie. Au revoir, bonne soirée. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. La nuit se poursuit sur Europe 1 encore pendant un petit peu moins d'1 heure. On est en direct jusqu'à 1h du matin et à vos côtés. Alors si vous vous sentez un peu seul, eh bien n'hésitez pas à composer le 39 21 pour nous parler un peu. Et puis vous pouvez également nous laisser des messages par mail sur le site europe1.fr, par SMS au 7 39 21 en les faisant précéder du mot nuit.
nuit, et également sur la page Facebook. Tiens, d'ailleurs, Jane a laissé un petit message, puisqu'il y avait une auditrice qui parlait d'une cure thermale à Saujon, une cure thermale pour les problèmes de dépression, d'anxiété, mais aussi de manque de sommeil. Elle dit ça serait intéressant, elle dit, vous pourriez aller voir la documentation et lire les comptes rendus des conférences faites par les psychiatres, puisqu'il y a des généralistes et des psychiatres dans cette cure, et ils viennent d'ouvrir un secteur pour les troubles, pour les problèmes pour les gens, qui souffrent de troubles bipolaires, et aussi un secteur burn-out. Donc c'est bon à connaître. Merci pour cette information. Et oui, j'irai faire un petit tour pour voir un petit peu cette cure thermale, parce que j'avoue que pour les dépressions, je n'y pense pas. Pour d'autres choses, oui, mais je ne savais même pas que ça existait. Et en tout cas, les cures thermales sont un moment important pour prendre soin de soi, et ça peut considérablement aider. Et puis j'ai un petit message signé Le Solitaire, et qui rebondit un peu sur le témoignage de Lucie. Lucie, donc, qui est aide-soignante, et dit, bah oui, souvent les personnes qui s'occupent des autres, et souvent les soignants, particulièrement, peuvent se trouver en difficulté, et il ne faut pas qu'ils oublient leurs propres problèmes, parce qu'en s'occupant des autres, il dit, on peut avoir tendance à occulter ses propres difficultés. C'est très pertinent ce que vous dites, et donc c'est important de aussi prendre soin de soi, de s'occuper de soi, et d'essayer de voir un peu où on en est soi-même par rapport à d'éventuelles difficultés qui peuvent survenir dans notre vie. Allez, on va maintenant accueillir Daniel qui est avec nous au 3921. Bonsoir Daniel. Oh, bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors. Ah, depuis le temps. Eh ben, depuis hier soir. Hier, mais ça marchait pas avec le téléphone. Alors, on vous a rappelé sur le fixe. Voilà. C'est merveilleux. Sur le fixe, vous n'entendez plus le bruit d'un train derrière. Mais moi, j'ai un petit écho en revanche. Vous n'avez pas de haut-parleur. On va pas. Vous n'avez pas mis le haut-parleur, Daniel? Non. Attendez. Parce que j'ai un petit écho. Alors hier, hier, on vous entendait nous parfaitement. C'est vous qui ne nous entendiez pas sur votre téléphone portable. Non, j'ai pas de haut-parleur. Vous n'avez pas de haut-parleur. Non, j'ai pas de train non plus. J'ai pas non plus mis quel que soit la radio. Non, rien. Internet, rien. Bon, alors écoutez, on va essayer. Je vois Fifi qui est en train de procéder à quelques petits réglages. On va essayer de voir pour ce petit problème d'écho. Alors, qu'est-ce que vous vouliez me dire, ma chère Danielle? Écoutez, Caroline, c'est pas foncièrement grave, mais ça fait 40 ans que je vis seule, après un gros accident. Et après un gros quoi, pardon? Gros accident. Accident de... Oh, pas de voiture, non. Non, non, tout le monde pense ça, non. Non, je suis tombée du 5e étage. Vous êtes tombée? Donc, vous voyez, en principe... mais tout va bien, hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Tout va bien. Vous êtes une miraculée, là. Ah, oui. C'est ce que tous les gens m'ont dit. Vous êtes une miraculée. J'ai juste un petit souci au pied gauche qui me fait un petit peu souffrir quand je marche trop longtemps et dans de mauvaises conditions. Mais bon, c'est bien, quoi. Je veux dire, c'est pas grave. Si vous n'avez que ce souci-là, j'ai envie de dire, oui, vous pouvez vous estimer très heureuse, parce que franchement, vous êtes comme les chats, vous retombez sur vos pattes, hein. Je suis retombée sur mes 4 pattes, oui. Exactement. Mais le seul petit problème, c'est que, évidemment, j'ai perdu mon emploi, etc., et je me retrouve dans une grosse solitude. Et ça fait X fois que
j'essaie de contacter des gens pour Noël parce que j'aimerais bien passer Noël avec quelqu'un et ça marche pas. Vous savez, j'ai même essayé d'aller sur un site internet bien connu, je vais pas citer le nom, et j'ai eu évidemment beaucoup de réponses, mais à chaque fois c'était la même chose. C'était je sais pas vous dire les questions qu'elle m'a posées parce que ce serait indécent. Mais c'est toujours la même chose. Et moi, ce que je voudrais juste trouver, c'est un ami, une amie, peu importe, pour ne serait-ce qu'aller, on a un marché de Noël fantastique. Ah oui, vous êtes dans quelle région? Vous êtes dans quelle région? Je suis à Arras. Il y a un très beau marché de Noël. C'est le même troisième marché de Noël de France, oui. Vous y allez alors? Vous allez vous promener? Bon. Ouais, mais toute seule avec mon chien, vous savez, c'est un peu tristouné quand même. Hein? J'aimerais tellement avoir une amie ou un ami, mais ami. Hein? Oui, mais alors les amis, Daniel, ça vient pas comme ça du jour au lendemain. Si vous parlez vraiment réellement un ami, une relation profonde, c'est quelque chose qui se construit au fil du temps. Et déjà dans un premier temps, oh là là, j'ai un souci parce que je vous entends plus. J'ai un souci parce que je ne vous entends plus. J'ai un écho terrible, c'est mon retour que j'entends. Bon, on n'a plus de Daniel. Daniel, vous êtes là ? Daniel, décidément, Daniel, on a des soucis de téléphone avec vous. C'était ma voix qui passait à la radio et plus de retour. Donc, on se parlera, je l'espère, l'année prochaine, quand le Père Noël vous aura amené, vraiment, j'espère, dans vos petits souliers, un nouveau téléphone. Hein. Il faut vraiment lui écrire, là, lui envoyer un mail de toute urgence au Père Noël pour que vous ayez un nouveau téléphone, ma chère Danielle. Donc, je vous dis, j'espère, à l'année prochaine. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 3921. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Il est minuit 20, vous êtes bien sur Europe 1, c'est l'heure de votre libre antenne et la ligne est ouverte tous les soirs de 22h30 à 1h du matin, 39 21, si vous désirez me parler ou me poser toutes les questions qui vous préoccupent. Bonsoir Anne. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez une petite voix. Oui, je suis très intimidée en fait. Oh non, vous inquiétez pas. Non. Aussi, c'est toujours étonnant quand même. Ça fait, oui, au début, c'est un peu intimidant. C'est bien pour les autres personnes, mais quand on y est, c'est pas pareil. Bah oui, bien sûr. Mais après, vous allez voir, vous êtes dans votre histoire et vous oubliez un peu. Alors, vous vous sentez un peu perdu, je crois, m'a dit Amandine, au niveau de votre vie professionnelle, c'est ça? Oui, totalement. Vous songez à vous reconvertir? J'ai pas le choix surtout. D'accord. C'est pour ça que j'ai entendu, j'étais au moment où j'ai été appelée, c'était au moment du témoignage de Marie, qui a un souci d'eau. Oui, un problème de maladie auto-immune, mais enfin Alors moi, j'ai pas la maladie auto-immune. Moi, je suis abîmée par mon travail. Qu'est-ce que vous faisiez jusqu'à présent? Peintre en bâtiment. Ah là là, oui. D'accord. J'ai eu mon entreprise pendant 8 ans. Oui. Alors là, c'était le bonheur impeccable. Et puis après, voilà, j'ai été en liquidation le jour de Charlie Hebdo, donc ça date un petit peu. Ah bon? Et puis après, intérim, et puis je me suis usée. Oui, parce que quand vous aviez votre entreprise, là, ça a été une période de bonheur pour vous, même si c'était intense ou. Oui, avec des petits soucis d'eau, mais qui, pour moi, passaient au-dessus, quoi. Oui. Et malheureusement, l'affaire a périclité. Oui. Là, c'est un drame. Après,
j'ai relativisé parce que c'est tombé au moment, oui, vraiment pile le jour de l'attentat de Charlie Hebdo, donc je dis bon, il y a des choses plus graves que ça. C'était la première fois que je passais au tribunal, mais c'est quand même impressionnant. Vous n'aviez pas été soutenu, parce que c'est vrai que vous pouvez faire très bien ce que vous faites, aimer passionnément votre métier, mais en même temps, gérer une entreprise, ça fait appel à d'autres compétences. C'est pas... Oui, je pense que j'étais pas une gestionnaire. Et oui, c'est ça, c'est... Et toute seule, je pouvais pas tout faire. Oui, vous étiez seule, c'est ça, vous n'avez pas pu vous appuyer. Non. J'avais un comptable, mais après, vraiment, ma passion, c'était de faire, en fait. Oui, c'est ça, ouais. Et oui, mais le comptable, il peut pas tout faire non plus, c'est pas... Et bien sûr que non. Ah mais je lui en veux pas. Non, j'entends ça. Donc après, ça a été beaucoup de périodes d'intérim, donc ça c'est pas facile. Essentiellement, et puis je perdais un peu la patience parce que le travail n'est pas le même forcément. Oui, après, oui. bon, avec de toute façon, il fallait bien travailler. Jusqu'au moment où le corps il a dit non. On va arrêter par là, quoi. Donc là, vraiment, vous êtes vous êtes bloqué? Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre dos? J'ai fait vraiment une hernie discale, mais au point de pouvoir marcher. D'accord. Je viens d'être reconnue le mois dernier travailleur handicapé. Léger, hein, pas... Oui, mais c'est bien qu'il y ait quand même cette reconnaissance, parce que... oui, ça m'a fait du bien. Oui. Ça vous donne droit à... Vous pouvez bénéficier d'une aide, là, financière ou... Non, du tout. Pas du tout, non. Non, mais j'avais besoin d'être reconnue. Oui. C'est ça que, oui, je comprends. Même par rapport à l'entourage, pour vous déjà, et puis même par rapport... Pour moi d'être respectée et que, effectivement, éventuellement, si on me proposait une offre, que je dise, non, je peux pas exprès, quoi. Bien sûr, oui. Et vous allez pouvoir être opéré, vous, au niveau de cette hernie là, discale? Elle était opérable. D'accord. Elle l'est toujours, a priori, mais ils ont trouvé que j'allais mieux, donc on me laisse avec. Ils préfèrent ne pas opérer? Oui. En même temps, si vous savez, je suis contente. Oui, parce que en général, les chirurgiens, quand les chirurgiens vous disent qu'ils préfèrent ne pas opérer, il vaut mieux les croire aller dans leur sens, parce que. Oui, non, mais moi j'ai été d'accord tout de suite. Je me suis jamais fait opérer de ma vie et j'appréhendais un peu. Après, je me dis c'est pour un mieux-être, j'accepte. Mais non, j'avais une intervention prévue au mois de juillet et puis, comme par hasard, une semaine avant, ça allait mieux. Ah, tiens. Je m'avais plein le dos et que c'était dans la tête. Bon. Une hernie, c'est pas dans la tête. Non, ça, on dit bien, le mal de dos, c'est le mal du siècle, et c'est vrai, il y a cette expression populaire, en avoir plein le dos, mais enfin, en l'occurrence, vous avez une hernie discale, hein, donc ça, c'est pas dans la tête. Volumineuse et paralysante. Oui, donc, non. Mais bon. Vous vivez seul? Je suis seule, je suis entourée, hein, j'ai des amis. Bon. J'ai 2 enfants, mais qui vivent plus avec moi parce qu'elles sont grandes. Mais D'accord. Oui, mais enfin, je vous pose cette question. C'est important aussi dans ces moments. Enfin, pour vivre, pour assurer votre subsistance, votre quotidien, ça ne repose que sur vous, quand même. Ah je suis au courant. Oui, j'imagine bien. Alors, dans ces projets que vous avez de reconversion, où est-ce que vous en êtes un peu par rapport à ça? Vous avez commencé des démarches ou pour le moment je commence maintenant en fait. Parce que là, je suis toujours en arrêt maladie professionnelle. Oui. Parce que je demande une connaissance aussi, maladie professionnelle. Et demain, j'ai envie de me remettre au travail, quoi. Vous avez quelque chose en tête? J'avais fait 10 ans dans le social avant. Et je souhaiterais... Ah bon? Ah oui? Qu'est-ce que vous faisiez? Moi, j'ai en fait 10 ans dans le bâtiment et 10 ans... j'étais éducateur sportive, entre guillemets. Bon, là, je sais que je vais pas y retourner tout de suite. Moi, j'étais éducatrice dans tous les milieux sociaux. D'accord. Mais éducatrice sportive, hein, c'est ça. Et auprès de jeunes? Oui. D'accord. Et vous aimeriez... Oui, parce que alors là, vous avez fait le grand écart déjà. C'est pas la première fois pour après vous installer en tant que peintre en bâtiment. C'est pas banal, ça, comme non, tout à fait. Parcours. Non, mais un accident de vie fait que des fois on a envie de changer. Oui, c'est vrai. C'est vrai, bien sûr. Oui. Oui, puis c'est pas évident, le social, hein, non plus. Ça peut être usant. Si on s'y sent plus capable de donner, il vaut mieux pas y aller.
rester. Oui, je suis d'accord avec vous. Ouais. Et là, moi, je me disais que je pouvais éventuellement rajouter, enfin, assembler mes 2 compétences. J'aimerais aider les personnes, en fait, en réinsertion, etc. Aider des personnes en réinsertion? Oui, ça existe, en fait. Faire du social, mais par exemple, aider au niveau de Emmaüs, etc. Et je sais qu'ils prennent des personnes qui font partie du social et qui doivent avoir des compétences dans le bâtiment pour accueillir des personnes qui, eux, ont des... Pour les former, peut-être, vous voulez dire, pour leur donner un métier, ça fait partie de ce processus de réinsertion? Oui. Bah oui, ça, vous cumuleriez comme ça vos compétences, là. Je refermerai la boucle. D'une certaine façon, oui, c'est... Oui, ça peut être intéressant. Vous avez pris contact déjà ou pour le moment c'est à l'état de projet? J'ai des contacts. Vous avez des contacts? J'ai gardé les contacts déjà quand j'étais dans le social. Ça, c'est important. Ah non, je suis entourée, ça, il n'y a pas de problème. Mais je commence à perdre confiance en moi, en fait. Mais c'est un peu normal compte tenu de ce que vous avez traversé. Oui, ça fait un an. Ça fait un an. Heureusement, vous êtes entouré, mais enfin, vous savez, dès qu'on n'exerce plus aussi. Je me sens inutile. Oui, alors que pourtant, par rapport au projet dont vous venez de me parler à l'instant. Non, certes, mais dans les faits actuellement, je me sens. Désœuvrée un peu. Oui, puis. Ouais. Un peu déprimée? Certainement un petit peu, oui. Ce qui se conçoit, hein, parce qu'il y a aussi cette entreprise qui, vous le dites, à ce moment-là, c'était le bonheur. Vous m'avez dit, c'était le bonheur pour vous. Ah oui, donc, il y a aussi un deuil à faire, hein, par rapport à ça. Je le sais. On parle toujours de deuil par rapport à une personne, mais il y a dans le travail, dans le fait d'avoir créé cette entreprise et que ça soit terminé comme ça en redressement judiciaire, il y a un deuil à faire. Dans tout quand on a investi quelque chose aussi intensément et que ça s'arrête brutalement ou pas brutalement d'ailleurs, mais en tout cas qu'il y ait une perte, C'est brutal. Une perte, c'est brutal. Je l'attendais pas. Donc c'est peut-être aussi c'est peut-être de ça dont, avant de vous occuper, je dirais, des autres à travers ce projet qui va vous permettre de retrouver une place, parce que on a beau dire, mais le travail c'est aussi ça donne une place aussi dans la société. Tout à fait. Même si votre valeur ne tient pas à votre valeur au sein que vous avez, à la place que vous occupez dans le travail. Mais beaucoup de personnes qui perdent leur emploi, qui se retrouvent au chômage, quelles que soient les raisons, ont ce sentiment d'inutilité. Parce il y a d'échec. En plus, parce qu'on se réalise aussi à travers son travail quand on l'aime. C'est un facteur d'épanouissement, faut pas l'oublier. Pas pour tout le monde malheureusement. Il y a beaucoup de gens où c'est plutôt de l'asservissement. Mais quand on aime, quand on a la chance de donner du sens, d'aimer ce que l'on fait, c'est un vrai facteur d'épanouissement qui permet d'ailleurs, je trouve, de surmonter bien des aléas de l'existence. Tout à fait. Donc je comprends très bien que vous vous sentiez désœuvré en ce moment. Ça me paraît normal. Vous voyez, c'est pas... là où je me sens un petit peu en porte-à-faux. Parce qu'à la fois, j'aimerais avancer. Je me sens pas guérie. Oui, c'est normal. Je parle pas que de mon dos. Et je sais pas comment faire, en fait. Mais peut-être qu'il faudrait justement prendre en compte ça, le fait que vous ne vous sentez pas guéri et que c'est douloureux. C'est douloureux et être un peu soutenu, là, être un peu accompagné. Ce qui va vous permettre déjà alors j'entends que vous êtes entouré, que vous avez des amis à qui vous pouvez... Oui, mais que je n'ai pas envie de fatiguer. Oui, c'est ça. Et c'est là où le fait de faire appel à quelqu'un d'extérieur, là, on n'a pas peur de l'ennuyer, puisque il est là pour ça. Et on peut parler, on parle de ce qui nous tourmente, de ce qui nous fait souffrir.
J'ai un ami qui est exactement dans le même cas que moi, donc on se retrouve une fois par semaine, puis on se lâche. Oui. Ben c'est bien parce que ça permet il vous comprend parfaitement. On parle le même langage. Oui, oui. Et ça vous permet, comme vous dites, vous lâchez, mais ça peut aussi vous soutenez mutuellement et vous pouvez vous rebooster. Mais c'est ce qui se passe. Oui. Après, je pense que moi, c'est vrai que vis-à-vis de les personnes extérieures que je connais, j'ai pas envie de les fatiguer avec ça. Je pense pas qu'ils comprennent. Je pense que c'est pas parce qu'on n'a pas vécu une situation qu'on ne peut pas la comprendre. Enfin, quand on est, si vous parlez de vos amis, enfin de gens proches, ils sentent bien que c'est compliqué et donc ils peuvent comprendre et quand même être là pour vous et pour vous soutenir. Mais c'est vrai que on peut très vite se sentir en décalage quand on n'est plus en activité professionnelle avec le monde des actifs. C'est-à-dire comme si vous dites, je reprends votre expression, on parlait plus le même langage. Parce que déjà le rythme n'est plus le même. Vous, j'imagine, avec ce que vous avez fait, vous deviez pas compter vos heures, les journées devaient être longues. Non, c'était non-stop. Et puis là, vous vous retrouvez avec un temps devant vous, vous ne savez que faire. Donc c'est brutal. Oui. Et on peut, de toute façon, les gens qui le disent, qui perdent un emploi, on sait que c'est un facteur de désocialisation immense. Le téléphone sonne moins, parce qu'on est en décalage avec le rythme des autres, tout simplement. Tout à fait. Donc je pense qu'il faudrait peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, Anne, mais commencer, puisque vous dites que vous vous sentez pas guéri, que vous avez malgré tout, il y a quand même quelque chose dans ce projet qui me paraît cohérent. Vous voyez, vous n'êtes pas dans quelque chose où vous êtes tout d'un coup c'est même pas rêver, parce que c'est bien d'avoir des rêves, mais voilà, vous n'êtes pas en train de me dire que vous voulez devenir danseuse étoile, quoi, ou parachutiste. Bon, donc je trouve que le projet que vous avez est une passerelle finalement entre de vos deux vies professionnelles jusqu'à présent. Mais oui. Donc ça peut tout à fait marcher. Mais en attendant, il faut que vous retrouviez vous un peu d'énergie, parce que les batteries sont à plat. C'est normal. Et ça demande de l'énergie, les démarches dans lesquelles vous allez vous lancer. Parce que ne serait-ce que prendre contact avec... alors ça peut être des entreprises, là en l'occurrence vous c'est des associations, mais des choses qui peuvent paraître tout bêtes à des personnes qui sont, tant qu'elles sont actives, prendre son téléphone et demander un rendez-vous, on peut réfléchir, tergiverser pendant 10 ans avant de le faire. Hein. Oui. Et puis, c'est d'autant plus compliqué que autant on peut le faire dans le domaine professionnel, mais là parce qu'on est protégé par son statut, là quand il s'agit de se vendre, entre guillemets, c'est une autre paire de manches. Et il faut de l'énergie. Oui, mais comment on rebooste les batteries ? Déjà, peut-être en acceptant d'être un peu accompagné. Et d'aller, vous avez cet ami avec qui, comme vous dites, vous lâchez là une fois par semaine, c'est très bien, mais peut-être en étant un peu accompagné, si vous vous sentez un peu déprimé, voir si est-ce que parler pourrait vous faire du bien, être un peu soutenu, ou je sais pas s'il faut pas nécessairement un traitement, vous pourriez voir faire le point, mais peut-être déjà parler de vous un peu, de ce que vous avez traversé, pour pouvoir aussi faire le deuil finalement. Parce que c'est difficile de se lancer dans un nouveau projet tant qu'on n'a pas... Mais je pense que c'est ce qui me freine. Oui, vous n'avez pas encore... Je vais assez... Oui, vous devez être une fonceuse. Ou pas. Et d'autant plus si c'est pour aller aider des personnes. Si je me sens pas apte à le faire, j'irai pas. C'est juste pas possible. De toute façon, dans votre personnalité, vous me dites que vous étiez éducatrice sportive. Après, vous avez fondé votre entreprise en tant que peintre en bâtiment. Vous êtes quelqu'un de l'énergie, non ? Vous en avez, vous êtes volontaire. Vous n'avez pas peur d'aller de l'avant. Simplement, là, vous avez pris des coups sur la tête, quoi. Oui, des coups de matraque. Bon. Donc, c'est compliqué de se lancer dans un nouveau projet tant qu'on n'a pas totalement désinvesti le précédent, ou en tout cas que ça reste douloureux et qu'on reste dans un sentiment d'échec. Oui, je me sens pas en pleine énergie, ça c'est sûr. C'est normal, vous me dites. Pas dépressive. Non, j'ai pas l'impression, mais un peu déprimée, un peu perdu.
un peu triste aussi de. Oui, ce triste, oui. Voilà. Oui, c'est exactement ça, c'est triste. C'est ça, mais c'est compréhensible au vu de ce que vous avez vécu. Je pense, il faut y réfléchir, mais peut-être que le fait d'avoir un peu quelque chose, une aide assez concrète, voyez, un soutien avec quelqu'un avec qui vous pourriez parler, mais de façon assez concrète. Vous allez le voir par rapport à cette période de vie là. Il s'agit pas de mettre toute votre vie sur le tapis ou votre enfance c'est ce que vous traversez là et pouvoir être accompagné. Et parallèlement à ça, peut-être, je pensais, vous êtes inscrite à Pôle Emploi actuellement ? Là, je suis en arrêt, mais et oui, vous êtes en arrêt. Dès demain, j'y retourne. D'accord. Parce que il y avait quelqu'un assez récemment d'ailleurs qui me disait, j'avais appris grâce à cette auditrice qu'à Pôle Emploi, il y avait des référents pour les personnes en situation de handicap. Alors vous venez de me dire que vous venez d'être. C'est pour ça que je l'attendais avec. Et oui, parce que ça peut vous ouvrir des portes. C'est-à-dire que vous avez été reconnu handicapé. Vraiment le plus léger. Mais le plus léger. Il n'y a aucune très bien. Financière. C'est juste au moins qu'on reconnaisse que je ne peux pas retourner dans le travail. Exactement. Oui. Et je ne peux pas faire ce que je veux. Qu'on ne vous embête pas avec ça. Vaut mieux pas. Mais il y a et donc cette auditrice me disait qu'à Pôle Emploi, il y a des référents pour les personnes travailleurs handicapés. Donc ça vaudrait le coup de vous renseigner. Parce que du coup, vous voyez, c'est aussi une autre approche, j'imagine. Hein, forcément, ils ont une formation plus particulière. Et après, c'est un pas après l'autre. Hein. Oui, mais là, ça fait 1 an que je suis coincée comme ça. Voilà. Patinée. Et j'ai envie que ça bouge. Et bon, j'ai envie d'apprendre. Mais vous étiez coincé au propre, là. Ça fait 2 mois, mais couché. Allô, je vous entends moins, Anne. Ah, pardon. Oui, mais là... Propre, oui. Oui, vous étiez vraiment bloqué, là, avec cette hernie discale. Bon, heureusement, vous deviez être opéré, vous me dites, avant l'été, vous n'aviez pas tellement envie d'y aller, et en général, c'est vrai qu'on n'y va pas de bon cœur, et le chirurgien lui-même dit, bon, c'est pas nécessaire. Tant mieux si vous pouvez passer à côté de l'intervention, ça veut dire que non, on vous fait pas de la kiné, là, parce qu'il vaut mieux éviter de... j'ai le droit à rien, aucune manipulation. C'est ça, bien sûr, avec un problème comme ça. Les piscines chaudes. Voilà, ça vous fait du bien, ça ? Ah, c'est pas mal, c'est pas désagréable. Tiens, on parlait de cure, justement, pour le problème de dépression. Vous avez une cure thermale pour vous prendre soin de vous, être dans quelque chose de doux, de chaud, des piscines, faire un peu chouchouter. Pourquoi pas ? Pour retrouver un peu de bien-être, de plaisir aussi, y compris dans votre corps, enfin. Vous voyez, un peu changer d'air. Vous pourriez peut-être en parler à votre médecin. Voir si... Je le vois demain. Alors en plus, c'est Noël. Vous pouvez dire, voilà, moi... Noël. Non, je pense qu'il faut que je prenne soin de moi. Oui, pour pouvoir... Il faut que vous retrouviez, évidemment, un peu d'énergie pour pouvoir vous lancer dans les démarches pour concrétiser ce projet. Oui. Donc c'est pour ça que je vous disais un pas après l'autre. Au propre comme au figuré. Là. Je marche un peu plus vite maintenant. C'est bien, déjà. Déjà, vous avez de grandes capacités de récupération, je trouve. Et physique et morale, quand même. Parce que par rapport à ce qui, au départ, à un moment, on disait, bon, c'est l'intervention, il n'y a pas à y couper. Et finalement, quelque chose qui a compensé. Mais si j'avais pu sauter de joie quand il m'a dit ça. J'imagine. Pas trop quand même, hein. Il ne faut pas sauter à l'élastique non plus. Non, il vaut mieux pas, non. Ni même à la corde à sauter. Non plus. La marche à pied, j'ai le droit. Oui, il paraît que ça c'est très bon. La marche, de toute façon, vous pouvez pas vous faire du mal. La piscine aussi. J'en fais des kilomètres. Oui. Et la marche, oui, parce que le problème c'est que moins on marche, moins les problèmes s'accentuent. Oui, parce qu'on diminue la masse musculaire. Évidemment, c'est pas vous, éducatrice sportive, que je vais apprendre ça. Hein. Donc bon. Mais vous avez certainement, dans ce que vous me dites, déjà votre corps a bien compensé, et je pense que vous avez aussi un mental derrière. Hein. Mais des fois, j'en doute.
doute. Alors, Fifi vient de m'amener là 2 fiches que je trouve qui pourraient peut-être vous intéresser. Déjà, est-ce que vous connaissez la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés ? La FNAT ? Non ? Ben, vous pourriez peut-être les contacter. Vous avez un stylo ? De toute façon, moi, j'écoute tous les podcasts et je suis... Ah bon, bah alors vous allez pouvoir. Et puis sinon, on vous donnera hors antenne. Vous pouvez ne pas raccrocher, puis Amandine... Sinon, je peux aller en chercher, mais... Non, mais attendez, à ce moment-là, vous savez ce qu'on va faire ? Je vais le lire parce que ça peut intéresser aussi d'autres personnes. Et puis, hors antenne, Amandine va vous reprendre et vous le donnera. Ça vous évitera de réécouter en podcast. Hein. Ah, mais non, j'aime bien, moi. Vous aimez... Ah bah alors, écoutez, allez, du coup je vais le dire. Alors c'est la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés. On en avait parlé une fois dans l'émission, c'était un avocat qui nous en avait parlé pour une dame qui s'appelait Fatima, si je me souviens bien, dont le mari avait eu un très grave accident du travail. Et il disait, cet avocat, spécialisé dans les dommages corporels, qu'effectivement il travaillait souvent avec eux, qui faisaient du très bon boulot. Donc ils ont un site, c'est www.fnath.org. Je répète, www.fnath.org. Et également, on peut les joindre au 04 77 49 42 42. 04 77 49 42 42. Et puis alors, Fifi m'a trouvé une autre association dont là, j'ai jamais entendu parler, qui s'appelle Association Force Femmes. Alors Force Femmes, je vous lis la petite fiche que j'ai sous les yeux. Cette association propose un accompagnement gratuit à des femmes souhaitant être soutenues dans leur démarche de retour à l'emploi ou de création d'activités selon des critères précis. Il faut être âgé de 45 ans et plus. C'est ballot, j'ai 44 ans. Mince alors, on va dire et demi et bientôt, je sais pas, on va... Bon, il faut être inscrite à Pôle emploi depuis moins de 2 ans. Il faut vous assurer qu'une antenne régionale couvre votre secteur géographique. L'accompagnement se déroule en effet dans les locaux de l'association et nécessite des déplacements réguliers. Si vous ne résidez pas dans une ville où Force Femmes est implantée, mais que vous répondez aux critères précédents, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement à distance gratuit par les équipes emploi de Mondial Assistance France. Écoutez, je vais quand même donner les coordonnées de l'association parce que peut-être que, bon, à quelques mois après... Ça m'intéresse pas que moi. Ben ça, j'imagine. Donc, ils ont également un site www.forcefemme.com. Alors, force femme, c'est tout attaché, force au singulier et femme au pluriel.com. Et ils ont également un numéro de téléphone. Le siège est à Paris. Le téléphone est le 01 80 48 90 20. 01 80 48 90 20. Alors, il y a aussi, merci à Fan qui vient d'envoyer un petit message en disant qu'en cas de reconnaissance de handicap, de travailleurs handicapés, ce que vous venez d'avoir, vous avez l'association ADAPT qui aide pour l'emploi. Voir sur Internet, nous dit Fan. ADAPT, c'est A-D-A-P-T. D'accord. Voilà. Donc, et puis il y a Monica. Alors ça, c'est un message plus personnel. Mais Monica, elle vous dit faites-vous confiance parce que nos échecs, les embûches de notre parcours, nous vieillissent certes, mais comme le fût vieillit le vin, en nous donnant de la noblesse. C'est beau. Je vais être sacrément noble. Et ça, c'est bien une parabole chère à Monica. On est toujours dans le terroir, dans les bons produits. Elle a raison, Monica. C'est vrai. Le cru 73 valait le coup. Comment ? Est-ce que le cru 73 valait le coup ? Oh, je pense que c'est une très belle année. Oui, c'est une très belle année à vous entendre, ma chère Anne. Bon, vous avez une petite moisson comme ça d'associations, peut-être, quand vous aurez un peu... J'en prends bien compte. Quand vous aurez un petit peu retrouvé un peu d'énergie, laissez passer les fêtes. Puisque vous voyez votre médecin aujourd'hui, dites-lui, je me sens à plat.
Je me sens à plat, j'ai des projets, j'ai un projet en tête, mais Oui. j'aurais besoin un peu de prendre soin de moi, je me sens fatiguée. Est-ce que vous pensez qu'une cure thermale? Parlez-en avec lui. Tiens, et un petit message de Lynn qui dit « Je connais Force Femmes, je les recommande parce qu'ils sont super », dit-elle. J'ai plein de choses à faire demain. Oui, dans les jours qui viennent, ne vous mettez pas trop la pression, mais en tout cas, c'est important parce que vous savez, quand je disais un pas après l'autre, c'est en prenant des contacts où là, pour le coup, il n'y a pas la pression de quand vous appelez une recherche d'emploi ou là, c'est vraiment des gens qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir et où vous pouvez trouver beaucoup plus de soutien, de réconfort et puis peut-être un petit coup de pouce pour vous remettre comme ça en mouvement. Mon premier pas était avec vous. Comment ? Mon premier pas était ce soir déjà. Bah voilà, alors le deuxième va suivre, c'est le premier pas qui est le plus difficile. Je vous le souhaite de tout cœur du coup, hein, avec un peu d'avance pour l'année prochaine. Et quand vous serez un peu plus dans la concrétisation de votre projet, n'hésitez pas à nous repasser un petit coup de fil. Hein. Je n'hésiterai pas. D'accord ? Avec plaisir. Puis d'ici là, je vous souhaite de très belles fêtes. Eh ben, je t'en souhaite tout autant et puis à tout le monde. Merci beaucoup Anne. Bonne soirée. Hein. Au revoir, reposez-vous bien, au revoir. Merci, au revoir. La libre antenne, jusqu'à 1h sur Europe 1. La libre antenne, jusqu'à 1h sur Europe 1. 6 Cabrel, dur comme fer. La libre antenne sur Europe 1. Caroline Dublanche. Un petit message de fond pour dire que l'ADAPT, en fait, donc ça c'est le sigle, c'est l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Je connais l'ADAPT et ils sont vraiment super aussi. Ah ben c'est bien, merci vraiment de nous communiquer comme ça des associations, des réseaux qui peuvent être vraiment très utiles à tous ceux d'entre vous qui sont à l'écoute, de nous faire partager parce que ça permet vraiment d'avancer et de rebooster des personnes qui sont un peu découragées à certains moments de leur vie. Merci encore pour tous vos messages et d'être chaque soir si réactif et toujours si prompt à aider. Bonsoir Julien. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui en ligne. Oui. Voilà, en fait, je vous appelle simplement pour vous remercier. Ah bon ? Ouais, de votre écoute, de votre bienveillance. En fait, je vous ai appelé il y a 2 ans. Oui. Quasiment jour pour jour. C'est pas vrai. Ah bon ? Et oui. ouais. Oui. Et oui. D'accord. J'ai pas oublié. En fait, j'étais très tourmenté et très torturé puisque j'avais 2 femmes dans ma vie. Oui. C'est la première fois que ça m'arrivait et en fait, voilà, je tombais amoureux d'une femme qui me faisait vibrer et pourtant j'étais avec une autre qui avait tout pour me plaire, une personne allemande avec qui j'étais et en fait j'avais rencontré une autre fille en Corse. Oui, là c'était vraiment des personnalités très différentes, d'une allemande et une corse. Bon. Alors une allemande et une corse, exactement. Et puis en fait j'étais complètement paumé, complètement perdu. Et c'est toujours très compliqué de savoir où est-ce qu'on en est. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on avait discuté, vous m'avez écouté, et j'ai décidé de suivre un petit peu ma raison non, c'est-à-dire mon cœur en fait, plus précisément. Ah. Oui, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, c'est ma raison puisque je suis avec elle. Alors aujourd'hui, qui gagne, l'Allemagne ou la Corse ? Eh ben, c'est la Corse. C'est la Corse. Pas l'Allemande, malheureusement. Pour elle, et alors, cette jeune femme, c'est celle avec qui vous étiez en couple ou c'est celle que vous aviez rencontrée, cette jeune femme corse ? C'est celle que j'ai rencontrée. Ah, d'accord. Donc cette rencontre était vraiment importante pour vous. C'était plus qu'un coup de cœur, c'était... C'est ça, c'était lors d'une randonnée. Et en fait, j'ai décidé de continuer la route avec elle. Et si je vous appelle aujourd'hui, c'est parce que aujourd'hui je suis papa. Ah bon ?
Et oui. Ah ben c'est chouette ça, ça a sacrément avancé alors. C'est pour ça que je me suis toujours dit que parce que la vie a bien avancé depuis. Oui, sacrément. Et alors donc vous avez eu un bébé, petite fille, petit garçon? Une petite fille. Qui est née quand? Qu'est-ce qui nous... Ah ben Fifi s'amusait. Elle crie comme ça, la vôtre déjà? Ça c'est... non, elle crie pas autant, mais... non, elle est née aujourd'hui. Elle est née aujourd'hui. Oh, félicitations. Oh là là. C'est vraiment félicitations, Julien. La nuit a été très courte alors pour vous? Oui, très courte. Du coup, la maman dort là. Je l'ai laissée se reposer. Oui. Je suis rentré. Bah oui, elle a bien besoin. Elle est née dans la nuit. Elle est née dans la nuit du 20 décembre. Oh là là. Au matin du 20 décembre à 1h du matin. Oh, c'est formidable. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux de Noël, là, hein, vraiment. Oui, c'est un super cadeau. Vraiment, je suis vraiment très heureux, mais c'est un bonheur que je partage avec ma compagne depuis maintenant 2 ans. Donc oui, vous avez bien fait de la choisir. C'est vraiment, vous avez fait un sacré chemin. Comment elle s'appelle, votre petite pépette, là? Comment? Élise. Oh, c'est joli. C'est beau comme prénom, parce que je trouve que c'est un prénom très intemporel. Oui, voilà, c'est et alors, elle est harmonieux. Elle est toute mignonne, j'imagine. Tout s'est bien passé. Tout s'est pas forcément bien passé comme on l'aurait prévu, puisque ça a été une césarienne. Ça a été un peu dans l'urgence, mais grâce à Dieu, tout va bien. Elle se porte très bien. Voilà, et puis voilà, vous m'avez parlé, vous m'avez donné des mots qui m'ont beaucoup touché à ce moment-là. Moi, alors vraiment, je suis très touchée que vous m'appeliez. Là, un soir de vous rappeler, en fait. Ah oui, mais alors là, c'est rare à ce point-là, parce que j'aime beaucoup, évidemment, avoir des nouvelles quand, comme ça, des personnes qui m'ont appelé, ça me fait toujours énormément plaisir d'avoir des nouvelles. Mais alors là, en plus que vous m'appeliez un jour si important pour vous, où vous venez d'être papa, parce que alors c'est la nuit dernière, ça me touche d'autant plus de savoir que. Moi, je suis très ému en fait là, parce que. C'est un enregistrement que j'avais gardé en fait avec le podcast et puis en fait c'est vrai que c'était j'avais pesé c'est un peu comme ça, mais les pour, les contre, et puis c'est vrai. Parce qu'en fait j'étais avec quelqu'un qui était vraiment à l'époque, avant de rencontrer ma compagne actuelle, une personne qui était vraiment bien, ça se passait bien, mais c'était un petit peu calme, hein, si vous voulez, tandis que je vivais une tempête folle avec ma nouvelle compagne, et j'avais peur d'aller dans des travers amoureux sans lendemain. Et vous avez bien fait d'écouter votre cœur, hein, là, pour le coup. J'ai écouté mon cœur, parce que... et je conseille à tous les gens qui après quelques expériences, d'écouter quand même leur cœur, et puis de suivre des projets, puisque voilà, aujourd'hui on a envie de beaucoup de projets. Puis alors vous n'avez pas traîné, parce que là autant vous étiez peut-être dans une vie un peu plan-plan, un peu, bon, il y avait de la stabilité, mais aussi de l'ennui. Là, avec cette jeune femme, c'est le tempérament fougueux des Corses, hein. Là, hop, le bébé qui arrive, la petite Élise, tout s'est fait très vite, c'est chouette. Oui, voilà, on avait emménagé ensemble, puis on a même acheté un appartement dans les 2 ans. Oui, c'est formidable. Du coup, donc la chambre d'Élise est prête là, j'imagine. Elle est complètement tout est prête. Prêt. On aime bien anticiper les choses. Elles seront sorties pour Noël, oui. Alors, on fera le 24 dans l'après-midi. Dans votre famille, tout le monde doit être fou de joie. Ah oui, tout le monde est vraiment heureux. Parents, c'est merveilleux, ça, un bébé comme ça qui arrive. Voilà, on a eu la visite des parents. Alors, mon ami n'a jamais su que je vous avais appelé, en fait.
Et elle le sait pas encore parce qu'elle doit dormir, la pauvre, et récupérer. Ah non, je suis pas sûr qu'elle vous écoute. Vous l'embrasserez quand même bien fort pour moi, vous la féliciterez. Et puis alors, bienvenue à cette petite Élise. Vous lui faites vraiment plein de doux baisers. Oui, ça c'est pour les nuits à venir. Vous voyez, Fifi se moque un peu. Il dit, ça c'est les prochaines nuits. Mais pour le moment, dormez bien, vous. Elles sont tranquilles toutes les deux et paisibles de leur côté. Faites-lui plein de baisers pour moi. J'adore les bébés, les nouveau-nés. En tout cas, c'est une belle histoire. Ah ben merci. Comme dit Frésia, c'est un beau cadeau aussi pour moi que vous ayez appelé ce soir. Félicitations. Donc, je vous embrasse, Julien. Je vous embrasse. Très belle nuit.